podcast de Creepshop.com. Creepshop.com. Welcome to Prime Time, bitch. Il est cool ce générique. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième podcast officiel de Creepshop.com et le troisième podcast officieux de Creepshop.com. J'espère que vous portez tous bien en ce mois d'octobre sympathique. La fin du mois c'est Halloween. On a donc décidé de faire un podcast spécial Boogeyman à travers les âges, à travers les genres d'art. Genre, puisqu'on va pas parler que de cinéma, on va également parler un petit peu de littérature, de culture populaire et tout ça. Pour participer à ce podcast aujourd'hui, nous avons comme d'habitude à ma gauche Bruno. Bonjour Bruno. Salut tout le monde. Comment ça va? Bah très bien et toi? Bon écoute, ça va bien. T'es un peu fatigué non? Un tout petit peu. Donc bah tu vas assurer. Hein. Allez, on va s'y mettre, on va se réveiller un petit peu. François. Bonjour. Comment vas-tu? Aussi fatigué que toi. Eh bien écoute, très Mais bien. on va assurer quand même. Tu te réveilles mon vieux, hein, parce qu'on a besoin de toi. Tu te mets pas à parler dans 40 minutes, hein, tu peux. Si je veux. D'accord. Et invité de choix aujourd'hui. Et enfin, Dieu merci, une petite touche féminine à ce podcast de Gros Geek. Hein, Une fille. Voilà. Ouais, enfin bon, attends un petit peu que j'ai parlé avant de te réjouir. Alors, Hélène, Mhm. comment ça va? Fatiguée aussi, tu vois. Voilà, on est tous claqués, donc Ouais. j'espère que vous Non avez moi la ça paix. va, y a pas de problème. Bon, on va faire en sorte que ça ne s'entende pas trop. Hélène, qui, je le rappelle, officie en tant que modératrice, donc tyran. Voilà. Non, la Boogie Woman du forum. Voilà, la Boogie Woman du forum Mad Movies sous le pseudonyme Screamy, tout comme Pive, qui est Bruno, donc que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est également sur le forum. Et moi aussi, sauf que je ne suis pas modérateur, donc je viens juste foutre la merde et on ne me kickbanne jamais vu que sans moi, pas de podcast. Alors, donc aujourd'hui on parle de Boogeyman les enfants, donc au cas où vous ne le sauriez pas, les Boogeyman ce sont les croque-mitaines. Et avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de partir dans le cinéma, dans Freddy Krueger et compagnie, on s'était dit qu'on allait parler un petit peu culture dans ce podcast. On oublie quelque chose. On oublie les questions? Ouais. Bon allez d'accord. Bah, j'y tiens. Alors d'accord, si tu y tiens, Qu'est-ce que ça va être encore? bah écoute, c'est les questions pour les invités. Donc Mhm. c'est toi qui t'y colle hein, aujourd'hui, Hélène. Donc j'ai pour toi plusieurs questions. Et je vais même laisser à Bruno l'honneur de commencer avec la Oh. première question. Salut Hélène. Alors en fait, on va commencer par ton œuvre honteuse préférée. Ça peut être cinéma. Ce que Ce que tu veux. Attends. Mais il faut que ça soit bien pourri et que tu kiffes. Bah, le problème, c'est que j'aime pas les trucs trop pourris. Quoique. Ah, si, Labyrinthe de Jim Henson. Arrête, c'est trop bien. Ah, c'est pas le pourri. Arrête, ouais. c'est trop bien. non, non, Si, c'est- attends, c'est si bien t'as un pourri, marécage c'est qui quand fait même. prout et t'as Mais David c'est ça Bowie qui- en moule couille, Non, non, quoi, c'est pourri, génial. c'est pourri, on Non, assume. alors bon, j'aime ce film et je ne le considère pas du tout comme une œuvre honteuse. Mais Bon, attends. mais soit, Willow. mais soit. Ah non, c'est Ah, bien non, Willow. Willow, c'est bien. C'est Willow, trop c'est bien. bien. Dis, je sais pas, Mario Bros. Ah non, tiens. Non, Ninja Condor 13. Voilà, parfait. Ninja Ouais, Condor bon. 13, ça me va. Bon, Ouais, très pardon, bien. C'est plutôt l'œuvre pourrie. Mais ça peut préférée se de mon défendre mec, quand même. Hein. Ça peut se Parce que défendre. Ninja Condor 13 a quand même ses qualités. Voilà, Celle de faire que beaucoup tu nous rigoler. expliqueras le jour du podcast spécial Ninja Condor 13. On a déjà l'invité. C'est-à-dire, voilà, dans pas très longtemps, j'en suis sûr. Hélène, deuxième question que je te pose. Quelle est ta drogue? Beaucoup de musique. Ouais, Ouais. genre. Celle qui fait remuer les cheveux, genre Nine Inch Nails, Killing Joke. Là en ce moment je fais une patonite aiguë, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup de trucs de Mike Patton. T'es allé au concert de Killing Joke avant-hier soir? Oui, j'ai pogoté comme Internet. Ah, bah voilà. Tu vois, j'ai des bleus partout. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Je me disais, son mec est pas cool, alors qu'en fait, je le connais, son mec, il est très sympa, je Ouais, comprenais très pas. sympa. Non, c'est moi qui te bats. En parlant de musique, j'ai une question à poser à Joe, excusez-moi. Ouais. Je t'ai vu en photo avec Billy Corgan là, Oui. ce matin, c'est quoi ce bordel? J'ai eu, Quand via tu traînes avec des chauves là. mon travail dans une radio que nous ne citerons pas parce qu'on ne fait pas de pub sur Creepshop.com. Oui. Oui, alors, oui, on ne fait pas on ne fait pas de pub. J'ai pu interviewer donc Billy Corgan, le leader des Smashing Pumpkins, et j'ai kiffé ma race parce que je le flippais vraiment. La semaine dernière, j'ai interviewé Cradle of Filth.
Et franchement, les mecs étaient tellement wasted, bourrés, grave, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, alors que je suis bilingue, mais le chanteur du groupe, non seulement je sais pas d'où il est en Angleterre, mais il avait un accent de campagnard anglais, et en plus, il était bourré. Il Donc, paraît du que coup, c'est un hobbit aussi. Il est tout petit. il est petit, ah oui, il est tout petit. Et je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Et donc je me suis dit, putain, Billy Corgan, c'est quand même une sorte, enfin pour moi personnellement, c'est une petite légende personnelle, si tu veux. Et je flippais. Je suis arrivé avec ma fiche, je la tenais comme ça en tremblotant, et lui il me fait, pose ta fiche. T'inquiète pas, prends une coupe de champagne, s'il te plaît, une coupe de champagne. Et on a discuté pendant une demi-heure, c'était vraiment super sympa. Et contrairement à l'image qu'il peut renvoyer un petit peu partout de mecs assez distants, voire même un peu imbuvables. Ça, c'était quand il était connu. Maintenant qu'il fait plus rien. Voilà, c'est ça. Maintenant, il est devenu gentil. cool, quoi. C'est ça. On lui a remis les pieds sur terre. Et il était avec sa meuf qui est plutôt mignonne. Voilà. Ok, merci. Roger. Donc après cette dissertation un petit peu inutile, on va partir sur la question suivante, toujours adressée à toi, Hélène, bien entendu. Si tu avais un fantasme geek, c'est-à-dire un projet, quelque chose que tu aimerais voir se réaliser dans un avenir incertain. Ça, j'en sais rien. Je sais pas, une œuvre que Éditer au moins mon bouquin, enfin déjà le finir. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'heroic fantasy. Enfin, j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'avais trouvé une éditrice, mais elle a fait faillite. Alors bon, je suis un peu superstitieuse pour ce coup-là. Ouais. Ouais. Donc on n'en parle pas trop? Non. D'accord, ok. Non, Mais non, tu non, bosses, c'est ça fini. fait longtemps que tu bosses dessus? Bah, à un moment, ouais, j'avais lâché l'affaire et puis j'avais mis quelques lignes sur un site. Puis bah, l'éditrice cherchait des gens, elle est tombée sur moi. Ouais. C'est pas moi qui suis allée la trouver, c'est elle qui m'a trouvé quoi. Ça arrive Donc pas ça, souvent. c'est vrai que c'est assez rare pour être signalé. Et donc Ouais. du coup, bon, alors donc c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, c'est de publier ton bouquin, quoi. Oui, je me souhaite beaucoup de mal à Très moi bien. aussi. Bon, bah Merci. peut-être que ça va devenir le fantasme geek de certains auditeurs du podcast. On sait jamais. Dernière question, ma préférée, je pense. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que tu faisais hier soir? T'étais où? J'étais chez moi, j'étais sur Facebook, je regardais un message de Bruno. Ah. Et je me suis dit, va falloir assurer comme une dette. Et ça t'a pris toute ta soirée? Non, quand même pas. Non, j'ai bouffé, j'ai joué à Rambo avec mon chat. Tu joues regardé à un film Rambo avec ton chat? Qu'est-ce que tu... Bah, Attends, il les Mastar. films, moi je m'en fous, moi. Les films, Attends, qu'on c'est soit où bien d'accord, ici on en a rien à branler. Ouais, j'ai sorti une balle de mon chat avec un couteau. Moi je veux savoir J'ai joué à qu'est-ce que Rambo. c'est que faire Rambo avec ton chat, quoi. Bah, on va parler des croque-mitaines et mon chat a un peu un croque-mitaine à quatre pattes, c'est-à-dire qu'il se planque dans un coin et puis il me D'accord. saute dessus. Puis comme il fait 8 kilos, alors je manque me péter la gueule à chaque fois. Très bien. Ouais, Aujourd'hui, c'est très dangereux. dans le podcast de Cryptshop.com, on va vous intéresser, les mecs. On va vous sortir des sujets, on va vous faire rêver. On va vous parler de trucs dont vous n'avez jamais entendu parler nulle part. Le chat de Screamy, avec qui elle joue à Rambo. Je trouve ça formidable. Merci d'être Ah, mais là. c'est super. Rien que pour ça, je suis quand même déjà super content qu'on t'ait invité. Tout va bien, super. Bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ce qui nous intéresse, les croque-mitaines, les boogeyman. Alors honneur non seulement aux invités, mais en plus aux dames. Hein. Donc François, tu peux commencer si tu veux. Je suis pas une dame. Très bien, C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. parfait. Hélène, Hmm. qu'est-ce que ça t'évoque, toi, si je te dis boogeyman au départ, pas forcément en pensant cinéma ou quoi que ce soit, la première chose que ça t'évoque, en fait. Une chanson de White Zombie. Ah oui, Amy Boogeyman, exact. Ouais, Ouais. Mais ouais, sinon j'ai fait des petites recherches avec Bruno. Bon, on a vu que ça remontait quand même vachement loin. Pas Mhm. le terme croque-mitaine en lui-même, mais le fait qu'il y ait une espèce de créature qui s'attaque aux enfants la nuit. Mhm. Ça remonte à l'Antiquité grecque et c'était une créature qui s'appelait Mormo. Mormo, Voilà, d'accord. C'était un copain ou une Pourquoi copine pas. des quatre. En fait, les récits divergent. Et en général, on dit que c'est une créature femelle qui peut prendre l'apparence d'un vampire et qui allait attaquer les enfants pendant leur sommeil. Ouais. C'est drôle, ça. Déjà, c'est une bonne amorce. D'accord. Et ça remonte à quand, non? Bah, Platon en parle. Ah oui. Il fait des idées. Ouais, ça remonte bien. Sur son blog. Ouais. Sur le www.platon@blogspot.com et Socrate et mon maître.com. D'accord. Très bien. Et plus. Alors, si on remonte dans le temps, j'imagine que, ben, pour les gens qui ont lu, par exemple, les contes de Perrault, je sais pas, Barbe Mm. Bleue, c'est un boogeyman, quoi. Ouais, oui, enfin, encore, je pense qu'il est inspiré de Gilles de Rais, qui Ouais. devait inspirer pas mal de contes terrifiants au coin du feu. Mhm. Mais sinon, bon, le terme. Est-ce qu'on peut boogeyman, resituer un peu ouais. Gilles de Rais pour. Attends, c'est Parce avec que moi, je connais Odile de Rais. Ça, La légendaire. Voilà. Mais alors, Gilles de Rais, bon, moi, je suis censé être le mec qui n'y connaît rien. Même si je sais, je dirais que je sais pas. C'est moi qui connais rien. Alors, qui sait?
Eh ben, c'était un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Mhm. Donc il avait combattu vaillamment à ses côtés. Et puis ensuite, bon, il avait son petit château à Tifauges. Et on prétend que beaucoup d'enfants y disparaissaient. Et étaient séquestrés, torturés, violés et assassinés. Donc, Un mec sympa, quoi. Un mec très sympa. Un mec qu'on invite à un dîner, quoi. On l'aura dans le prochain podcast. Entre amis. voilà, en faisant D'accord. tourner les tables. Bon, il a été arrêté, jugé, exécuté. Ah Mais merde, voilà, va on sait pas trop finalement si c'était pas une manœuvre politique pour le discréditer et prendre toutes ses terres ou si c'était vraiment un gros psychopathe. D'accord, ok. Oh bah écoute, oh, le téléphone sonne dans le studio, c'est merveilleux. On fait une petite pause et on revient juste après mon coup de fil. De retour sur le podcast de Creepshop.com. Désolé pour ce coup de fil impromptu. Ta mère va bien? Voilà, tout va bien, ça se passe bien. Bon, bah, c'est bon, J'ai alors. un gâteau qui m'attend quand je rentre. De quoi parlions-nous J'allais On parlait dire, de Gilles de Rais. Ah puis oui, on ensuite, parlait de Gilles de Rais, oui, exactement. oui. Ouais, donc qui aurait inspiré un peu lui également le mythe de Barbe Bleue, quoi. Ouais. Sauf que Barbe Bleue, c'est pas avec des enfants quand même. Non, non, il a tué ses 7 femmes, je crois, et C'est la ça. 8e l'a dénoncé, comme à Vichy. Regarde. Ouais, non, c'est pas très sympa, parce qu'en Ah plus, non. bon, ça se fait pas de dénoncer son mari quand même. Mais il a pas existé, Barbe Bleue. Bah. Si, parce que c'était le surnom de Gilles de Rais. C'est ça. Parce oui, qu'il avait d'accord, la ok. barbe très noire. Non, mais à la base, moi, je parle du personnage de fiction qui Ah, a été popularisé si, par après. Charles Perrault. Si, après, c'était Landru. Landru, ouais, effectivement, un autre ersatz de Barbe Bleue, sauf que Landru, ouais, lui, il a vraiment existé, le pépère. Celui-là, c'était un sacré rigolo, lui aussi. Hein. Si on revient à la base sur Barbe Bleue, donc lui, c'est bien un personnage de fiction qui est inspiré par Gilles de Rais. Donc. Mais Voilà. c'est ça, Mm. c'est ça, ouais. Donc, si j'ai bien compris, Hélène. Oui, oui. Effectivement. Qui est dans la culture populaire française un des croque-mitaines les plus anciens, donc voilà, dont on se souvient. Moi, gamin, j'ai lu les nouvelles de Charles Perrault et Barbe Bleue, ça m'avait fait super flipper. Mais un quoi. des plus anciens croque-mitaines dont on a des traces par écrit. Parce que sinon, le mythe des croque-mitaines, on se les raconte au coin du feu, histoire de bien se foutre les jetons, surtout pendant les veillées paysannes. On en revient aux légendes urbaines, quoi. En fait. Voilà, enfin, ça c'était les légendes urbaines quand tout le monde était à la campagne. Les légendes des bois, La légende rurale. les légendes rurales. ouais. Et à quoi elles servent donc ces légendes? Eh bien, disons que c'était pour tous se rassembler et enfin, frémir en même temps, ensemble. C'est Lien les fraternel. premiers films d'horreur. quoi. Ouais. Mais elles ont un but éducatif aussi ou pas? Oui, Ouais, oui, ils ont oui. souvent un but moralisateur quand même. Bah ouais, enfin, en général, c'était toujours pour montrer ce qui se passait quand on faisait une faute, quand on était trop curieux, quand on transgressait un interdit, quoi. Et ça, tu le retrouves ensuite dans les films de boogeyman habituels. D'accord. Des films de qui Je connais pas ce Les films de réal. croque-mitaine. Je pense qu'on devrait peut-être préciser d'où vient l'origine du mot croque-mitaine. Ouais, bah fais le don. Donc croque du verbe croquer, tout le monde connaît, j'ai pas Mhm. besoin de hein. Et mitaine, donc a priori il y a deux écoles qui s'affrontent. Donc mitaine c'est un ancien terme pour désigner le chat. Mhm. Et donc ça serait le mangeur de chat. Et un mangeur de Basiquement, parce mythes, qu'il faut parce croire que le c'est- chat est un animal qui a toujours été présent auprès des familles dans les campagnes, etc. Et il y a mitaine qui vient de main parce qu'on disait attention, arrête de sucer ton pouce au gamin, sinon croque-mitaine va venir te manger les doigts. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va dire que ce serait plutôt cette origine-là qui serait l'officiel et ça porte bien son nom finalement, croque-mitaine. Ouais. Ouais, absolument. Et ouais. donc on voit bien que c'est adressé aussi aux gamins avant tout, c'est pour faire peur aux enfants. C'est pour faire peur aux enfants. Est-ce que le père Fouettard, c'est un croque-mitaine Oui. Ah ouais Oui, c'est le pendant de Saint-Nicolas. Ah bah, explique-nous un peu. Tu nous dis ça comme si... Bah c'est le pendant de Saint-Nicolas, mon vieux. Tu sais, Saint-Nicolas, t'es con ou quoi Non, non, parce que bon, il fallait quand même bien quelqu'un pour récompenser les gentils enfants et quelqu'un qui fouette les méchants enfants. Ouais. Mm. Et le gentil, c'est qui? C'est le Père Noël, en fait. Ouais, c'est l'ancêtre du Père Noël, ouais. D'accord. Et le Père Fouettard, c'est le le... rouge. C'était avant Coca-Cola. Tu vois. Donc, Quand il était vert encore. Et le Père Fouettard il était tout noir avec donc un gros fouet. Et il parcourait les rues en fouettant à tour de bras. Et ça, pareil, c'est une légende populaire dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, en fait. Les origines du Père Fouettard, c'est super difficile à déterminer. Pareil, ça fait pas toujours partie des traditions orales, mais Ouais, là, c'est venu petit à petit. On s'est dit pourquoi les méchants enfants ils sont pas punis d'accord. Et donc le boogeyman américain, enfin le Père Fouettard américain, c'est le boogeyman, en fait. C'est ça, on est bien d'accord. Le boogeyman ou le... Boogeyman c'est un terme générique comme croque-mitaine. quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc le boogeyman, c'est qui? C'est le Grinch? C'est peut-être le Grinch. Ouais, le Dr. Seuss, ouais, ça fait partie de... Ouais. Parle plus près de ton micro, Bruno, ta voix suave. Pardon, oui, je disais ça fait partie du folklore américain. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, c'est- complètement. c'est à peu près ce genre de Mais, truc. Il y a un autre personnage aussi qui fait partie du folklore du croque-mitaine, c'est le marchand de sable. Ah ouais? Parce qu'il n'est pas, c'est pas un personnage gentil, C'est et pas bien un mec intentionné cool. partout. C'est pas Pas Nounours partout, pas partout. Ah, non, ça dépend des... En Allemagne, il est assez mal perçu, ouais.
Ah ouais, le marchand de En sable, même c'est temps, c'est un un... mec qui te jette des pelletés de sable sur la gueule pour que tu dormes quand même. Ouais, mais c'est ça, mais Quand bon, même. mais oui, mais enfin, en France, on dit de la poudre à perlimpinpin, mon vieux. On dit pas que c'est du sable. Mais dans les pays, enfin Allemagne, Scandinavie et tout, il peut avoir une connotation assez péjorative. D'accord, Ah. ok. Genre, si tu vas pas te coucher, le marchand de sable va venir et ça va tu chauffer tu pour vas tes voir yeux, ta mon gueule, vieux. ouais, voilà. D'accord, ok, je vois. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'après cette petite introduction culturelle, ma foi fort sympathique, on va en venir à ce qui nous intéresse, à savoir le ping-pong. Alors le ping-pong à travers les âges. Une raquette est très importante pour ouais. commencer. Alors déjà, le ping-pong au départ, un sport, on sait pas trop d'où ça vient finalement. Alors apparemment ça viendrait un peu d'Asie quand même. Parce que Ouais. les Chinois sont très forts en ping-pong. C'est pour ça que ça s'appelle ping-pong. Ouais. Et D'accord. bon, on a eu un grand champion français, Jean-Philippe Gatien, Ouais. dans les années Champion 80. américain, pour Ouais. le coup. Voilà, et Forrest Gump, mais qui est parti en Chine quand même. Attends, je te coupe parce que on me fait signe que je me trompe de sujet complètement là. Ah pardon, J'ai excusez-moi, je me fait suis une erreur. trompé de Ah non, studio, parce que je vais aller à côté sur on le s'est podcast. gouré. Ah, C'est à côté ah, en fait. Il y a merde. Alors nous on parle Boogeyman sur le podcast de Creepshop.com. On est désolé hein, pour cette petite interruption bizarre. On revient donc sur le sujet qui nous intéresse tout de suite. Qui c'est qui veut commencer? De quoi est-ce qu'on fait moi j'ai envie qu'on parle un petit peu de tous les Boogeyman, mais on peut y aller franchise par franchise. Ouais, le but, on va aborder pendant une bonne heure les principaux boogeyman Mhm. actuels, les plus populaires, je dirais. Donc, Ouais. alors forcément, On la en plupart oubliera. ce sont, oui, déjà parce qu'il y en a énormément. Hein, alors pardon aux familles, tout ça. Voilà. Il y en a Si surtout vous êtes des énormément fans, qui ne sont pas connus ou alors très ancrés dans les cultures C'est ça. de certains pays. Bon voilà, nous on est français. où il y en a qui sont tout simplement trop des nanars. Hein. C'est-à-dire que si vous, derrière votre ordinateur, vous êtes fan du film Boogeyman, va te faire foutre. Hein. Nous, on trouve ça nul. Donc on n'en parle pas. Et qu'il y en a qui font pas peur, donc forcément c'est pas trop. Absolument. Bon, bah très bien. Alors on commence par qui? Bah, on va attaquer dans l'ordre chronologique, je dirais. Ah bon, d'accord. Bon bah alors c'est pas Freddy alors. Non. Alors on dirait que le premier boogeyman vraiment a avoir été popularisé à travers donc le cinéma, Mhm. parce que c'est un média extrêmement porteur. Forcément. Bien sûr. Donc ça serait le Leatherface, si je traduis en français, tronche de cuir. De massacre. Voilà, de Massacre à la tronçonneuse. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc un film de 1974 Mhm. réalisé par Toby Hooper. Voilà Ouais. pour la présentation. Et son meilleur film, j'ai envie de dire. Donc est-ce que les gens ici présents sont d'accord pour dire que Leatherface rentre dans la catégorie croque-mitaine et est-ce que c'est un peu bancal, Hélène? Je sais pas, enfin en même temps, bon, le propre du croque-mitaine dans les contes, c'est de pas avoir de forme précise. C'est Mhm. peut-être pour ça que justement les Orphées se présentent masqués, on verra jamais son vrai visage. Mais pour le reste, je sais pas, il n'y a pas les histoires de transgression. C'est vrai qu'en fait c'est pas des fornicateurs spécialement les victimes C'est quand même de. des hippies qui fument des joints. Hein. Ouais, ouais. Oui, un petit joint de temps en temps. je Ouais, veux mais dire. ça reste des hippies quoi. Bon, d'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un film, par rapport à un Vendredi 13 ou Ouais, mais, ce genre de ouais, truc. mais il est quand même inspiré de entre guillemets faits réels machin chose, en s'inspirant de tueurs en série. D'un vrai tueur en Bien. série. Ça s'approcherait quand ouais, même assez absolument. d'un croque-mitaine quoi. Ed Gein, donc, tu l'as dit, Hélène, Mhm. et non pas Bouffi, parce que d'habitude on dit tu l'as dit Bouffi, mais là il n'y a pas de Bouffi dans l'assistance. Alors Bruno, t'as envie de dire quelque chose, je le sens. Ouais, donc Ed Gein, c'est un serial killer qui a défrayé la chronique aux États-Unis dans les années 70. Ouais. Très célèbre pour. Il fabriquait des abat-jours avec de la peau humaine. Donc Ouais. quand les policiers l'ont arrêté, voilà, ils ont découvert pas mal de mobilier assez macabre chez lui. Mhm. Et donc forcément, Toby Hooper a été vachement impressionné par cette histoire. Et donc on a fait un film, Massacre à la tronçonneuse, une espèce d'adaptation officieuse. C'est ça un peu. Hein. Voilà, donc Leatherface représente un peu le Ed Gein donc américain. Sauf Et, que là il en a fait toute une famille complète, quoi. voilà, déjà premièrement, premier gros écart par rapport. Et puis effectivement, donc Ed Gein a vraiment existé, donc on part quand même d'un postulat réel, Mais- pour tomber dans la fiction. Et le film est vraiment effrayant. Bah, le film est effrayant, d'autant plus que, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai l'impression que Leatherface, pour moi, il rentre dans la catégorie Boogeyman parce que il a une sorte de symbolique. C'est un peu le Boogeyman de l'Amérique de cette époque-là, quoi. C'est-à-dire, t'as l'impression que c'est un peu le mec qui C'est, vient punir l'Amérique de toutes les. C'est surtout le boogeyman de l'Amérique profonde quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Massacre, c'est vraiment l'image du redneck, C'est le redneck, de quoi. base qui Mm. fait peur entre guillemets aux gens de la ville quoi. On est d'accord. Ouais. Donc, en gros, c'est on est de la ville, on va à la campagne, on sait jamais, on peut se faire tuer par un redneck. Et Leatherface, c'est l'image du redneck. Bon, il ressemble à rien certes, mais c'est quand même l'image de la campagne qui fait peur quoi.
Ouais, puis il ressemble à rien, c'est le concept justement qui ressemble à rien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer n'importe quelle gueule derrière son... Comme d'ailleurs beaucoup d'autres bogeymen du cinéma, on en parlera plus tard, mais donc ouais, ce serait le premier alors selon toi Bruno. Selon tes sources. Ouais, dans la culture populaire du cinéma, oui, c'est Ouais. le premier, je dirais Bogeyman vraiment. Donc il y a pas mal d'éléments qui ont été repris de Ed Gein, notamment le mobilier macabre, etc. dans le film. Faut savoir Je une croyais chose, qu'ils avaient chopé ça chez Habitat. faut savoir une chose par rapport à Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui a été interdit par la censure en France quand il est sorti. Exactement, Il ouais. a été classé X. C'est Jacques Lang qui a, Voilà, dans qui a les- finalement... seulement, 6 ans plus tard, je crois, il est enfin visible de manière simple et Pour pas des sur le châteaux manteau. vidéo, ouais. Voilà. Donc il a été interdit au moins de 18 ans très longtemps en France. Uh-huh. Il faut savoir que paradoxalement, il n'y a quasiment pas une goutte de sang de versé dans le film. Non, c'est ça qui est Voilà. assez étonnant effectivement. Ouais. Tout est suggéré. Et cela dit, moi je l'ai revu il y a peut-être 1 an ou 2. Il reste d'une noirceur absolue. Mhm. Quand on le regarde, il fout mal à l'aise grave et c'est surtout dû au jeu d'acteurs. Les acteurs sont complètement hystériques dans le film. Jeu d'acteur, le travail sur le son C'est très aussi, il y a poisseux, super ouais. peu Voilà, de il y a un musique. C'est énorme des... travail sur le son dans le T'as film. vraiment l'impression que c'est de là en l'occurrence, par exemple, tu parlais de Nine Inch Nails tout à l'heure. Ouais, mhm. La bande originale de Massacre à la tronçonneuse, c'est de l'indus Oui, pur oui, et oui. dur, quoi. Ouais. Mais de l'indus même pas rythmique comme pourrait faire Nine Inch Nails, mais c'est très très Bah, ça ressemble au remix qu'il a fait pour Closer. exactement. Voilà, c'est ça pour la BO de c'était Se- pourquoi de c'était pour Seven. Seven, Ouais. c'est ça, Mm. avec des bruits de flash d'anciens de vieux appareils photo, avec Mm. des bruits de tôle froissée. Et bon, voilà, salut, je vais faire de la musique de mon film avec. On est pour moi pas loin du cauchemar éveillé en fait. C'est ça. Ouais. On a l'impression, enfin le film est c'est un vrai coup de poing dans la gueule quoi, pour un peu qu'on arrive à rentrer dedans. Oui, absolument. Voilà, c'est le cinéma, ça peut être divertissant et ça peut aussi foutre super mal à l'aise. Et là, c'est le cas de Massacre à la tronçonneuse. Quoi. Oui. La On s'en fille a fait beau pas une hurler, joie de elle revoir se le film. quoi. Et surtout, ça reste un boogeyman parce que on pourrait faire un film en occultant complètement la famille qui est derrière et avec juste ce personnage-là, quoi. Ouais. Le côté famille, il apparaît vraiment, mais c'est vraiment pas ce que les gens ont retenu. Enfin, le personnage de Massacre, c'est pas la famille, c'est pas tous les autres, c'est pas le grand-père, c'est pas les frères. Oui, c'est Leatherface, Leatherface. c'est le keeper, quoi. Oui, c'est la figure symbolique du truc, quoi. Voilà, c'est celui qui se démarque effectivement. C'est pour ça que justement, moi, j'avais l'impression effectivement qu'il rentrait dans cette catégorie de boogeyman, même si de toute façon, on le verra par la suite en parlant des franchises suivantes. Plus ça va, plus le concept de boogeyman de toute façon est large, puisqu'on parlait des origines du boogeyman dans la culture populaire, mais qu'à partir du moment où tu utilises cette image au cinéma, finalement, à partir du moment où on est un tout petit peu large d'esprit, on se dit bon, n'importe quel tueur en série de franchise peut être perçu comme un boogeyman parce qu'il y a toujours, surtout dans le cinéma effectivement de genre américain, des connotations qui rappellent à ce mythe ancestral maintenant, j'ai envie de dire. Presque. A priori, moi, je dirais qu'il faut que ça reste un minimum ancré dans le surnaturel. Ouais. Donc c'est pour ça que Leatherface, c'est discutable parce que Parce qu'en plus, il y a un côté psychose aussi. Bah, justement, on reparle de la famille. Je trouve que la scène où tu as Sally, le personnage de Sally qui découvre le grand-père, Mhm. on dirait la découverte de la mère de Norman Bates dans la cave. Dans Ouais, Psychose ouais. un peu, ouais, On est un peu effectivement. pareil, ouais. D'accord. Bon alors passons à un boogeyman, lui beaucoup plus Je voudrais surnaturel déjà. Ah pardon, vas-y. préciser une dernière chose concernant Massacre à la tronçonneuse, c'est qu'il y a eu 6 films quand même. Donc Oui. et qui ont évidemment tourné autour du personnage donc de Leatherface. Mhm. Donc il y a quand même bien une volonté, à mon avis, d'exploiter cette image. Bah, Et cette figure, de voilà, comme on l'iconiser disait tout quoi. à l'heure, voilà. Donc, bah voilà, ça peut quand même rentrer dans la catégorie croque-mitaine, je pense. Mais moi je trouve que à la limite Leatherface ressemble beaucoup plus à un croque-mitaine dans les remakes parce que justement t'as l'impression que c'est un super héros quoi. Tu vois, et alors que oui effectivement dans le premier Massacre qui est un film beaucoup plus réaliste et carrément hystérique. T'as rarement l'impression d'être devant un film fantastique, alors que dans le remake de Nispel puis ensuite de Jonathan Liebsman, t'as vraiment l'impression d'être devant un être surhumain qui de toute façon ne bronche pas quand tu lui envoies une balle dans le bide et n'est absolument pas intéressé whatsoever par l'arrière-train de Jennifer Beal, alors qu'on sait très bien que n'importe quel être humain normalement constitué, Leatherface ou pas, ça l'intéresse. Ah non, moi je m'en fous. Oui, on parle d'un homme, bien évidemment. Quoique, chacun voit midi à sa porte. Alors, on tire un trait sur on tire un trait. On met fin à ce petit passage sur Leatherface pour s'attaquer donc du coup à un boogeyman un peu plus surnaturel. Bruno.
Alors si on reste dans l'ordre chronologique, on va aborder une figure là vraiment mythique, je dirais même mythologique maintenant de la culture populaire Américaine. Voilà, américaine Et même internationale. mondiale, on peut le dire. Donc c'est le Michael Myers de Halloween. Alors, je pense que je vais essayer de me taire pendant une demi-heure parce que si vous me lancez dessus, je vais partir. Donc c'est un peu mon boogeyman fétiche. Mais donc le film séminal Carpenter. Voilà. Là, effectivement, il y a une dimension fantomatique indéniable puisque le mec ne crève pas. C'est-à-dire que il meurt jamais. Tu lui tires dessus, il faut se savoir relève. qu'il y a 10 films quand même. Oui, pas mal. c'est ça. Alors C'est la preuve qu'il ne meurt jamais. voilà, c'est ça. Parfois qu'il meurt d'ailleurs, à la fin on des aimerait dix. bien et on aimerait bien qu'il meure à un moment. Non, sauf un. Il y en a un où il apparaît pas. Et Oui, c'est dans le 3. il meurt même plusieurs fois par film. Il meurt plusieurs fois, ce con. En même temps, c'est sympa de mourir. Hein, donc. Bah écoute, peut-être. Hein, je ne sais pas. Je n'ai jamais expérimenté la chose. Mon petit. Tu n'es pas un boogeyman. Non, non. Enfin, dans un autre genre, mais pas vraiment. Quel dommage, tu fais tellement bien le psychopathe. Alors Bruno. Je dirais avant d'aborder le personnage, prendre la figure de cette série, donc faut préciser qu'il y a eu 8 films étalés de 1978 le premier à fin 90 pour le 8e, non même 2000. Ouais. Ensuite il y a eu une espèce de petite pause parce que bon ça rapporte un peu moins de fric. Et puis Rob Zombie, donc le célèbre chanteur, a relancé la franchise avec 2 films. Voilà. Avec 2 il films. a remétié le premier un peu à sa sauce. Et on a fait une suite directe en fait. Donc voilà, on a Encore plus à sa sauce, même j'ai envie de dire la suite. Alors, il faut dire que sur les 10 films, il y en a quand même pas mal qui sont pourris. Oui, il y a de sacrés bouses, hein, on peut le Il n'y dire. aurait pas Michael Myers, à la limite, ça aurait strictement aucun intérêt. Donc c'est vraiment autour de lui que tout tourne. On est bien d'accord. Voilà. Moi, en ce qui me, alors pour passer vite fait sur, on va pas polémiquer 50 heures sur les remakes de zombies. On sait qu'ils ont divisé, que certains trouvent ça absolument honteux et que d'autres trouvent ça très très bien. Moi, en ce qui me concerne, je trouve ça très bien malgré le fait que ça s'éloigne effectivement du mythe de Michael Myers original, puisque ça le rend un peu plus réaliste. Et effectivement, c'est un être humain dont il fait Michael Myers. Donc il y a moins cette dimension boogeyman dans les films de zombies. En revanche, en ce qui concerne le film de Carpenter, le second épisode que moi je trouve pas si mal, qui se passe dans l'hôpital. Ouais, suite directe, Voilà. prise de tête. Exactement. On fait le premier, on fait le 2 direct derrière. Ouais. C'est pas mal. C'est pas trop mal, à part qu'il a un masque pourri, mais bon, ça passons. Mais effectivement, là, on peut parler de boogeyman pour Michael Myers. Bah, surtout que le terme est employé là, à la fin du premier. Effectivement, ouais. Oui, c'est un. Bah, c'est-à-dire que Laurie demande au docteur Loomis si c'était le croque-mitaine. Et il dit oui. Et oui, il lui confirme que oui, absolument. Ouais, j'avais un petit peu zappé ce passage-là. Donc Mike Myers, ça représente quoi pour vous? J'ai commencé par Bruno, tiens. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce personnage? Bon, je vais rester assez basique. Moi, je l'ai découvert assez adolescent, ce film, mais je pense comme la plupart des gens, j'ai eu pas mal peur, évidemment, en découvrant la figure de Michael Myers. Ouais. Ça m'évoque quoi? Ça m'évoque plutôt un succès critique assez énorme et surtout public. Ça a lancé la vague donc des slashers. Avec donc cette icône comme ça popularisée, et c'est très proche de Halloween, évidemment, la fête populaire américaine qui a tendance d'ailleurs à s'exporter ici. Enfin voilà, ça brasse pas mal de thèmes païens, et puis comme c'est Carpenter qui l'a réalisé, tout simplement, c'est un film super tendu, quoi. Ouais, c'est réglé comme du papier à musique. Voilà, les apparitions de Michael Myers sont réglées au cordeau. Enfin, c'est ça va, hallucinant, François, quoi. excuse-moi, tu tousses pendant que Bruno parle, hein, ceci. Voilà, bon, Bruno. Donc, ça m'évoque surtout pas mal de films pourris. Ça m'évoque un premier tome donc qui est un chef-d'œuvre. Ouais. Et le 7 que j'aime bien aussi, Halloween 20 ans après. Ouais. C'est bien le 7, hein, vous me confirmez, oui, avec Josh Hartnett. Oh, tu sais les chiffres. Voilà. Et je dirais que c'est pour moi les 2 meilleurs films de la franchise. Et Michael Myers, c'est quoi? C'est un bulldozer, il détruit tout, il fume tout le monde. Voilà. Il a un très grand couteau qui fait au moins 40 cm de long. La symbolique est particulièrement osée. Avec un symbolisme, peut-être Hélène pourra nous en toucher 2 mots, quoi. De quoi? Sur le symbolique du gros couteau? Bah écoute, de 40 oui, centimètres. Non mais c'est surtout la base de tous les films d'horreur des années 80, quoi. Ouais. Le mec qui meurt jamais, on peut faire des suites à plus savoir qu'en faire. Exactement. Les jeunes débiles qui se font tuer, même si là ils sont pas encore super débiles. Ils sont pas non, trop pas débiles. vraiment. Mais Ça dépend lesquels. Bah l'héroïne est maline. l'héroïne On est est bien maline. d'accord. Après, ses copines sont un petit peu. Moins malines. Mais
et... C'est pas des hippies, mais ils fument des joints. Donc on a le rapport. Non, ils fument des cigarettes. Oui. Et donc c'est quand même la base de tout ce qui se fera après. On Mhm. va en parler d'autres, mais c'est le même principe, quoi. C'est un méchant super charismatique. Ouais. On s'attache plus au méchant qui devient le héros des films, Mhm. alors que c'est lui qui tue, c'est lui qui fait les choses pas bien. Bien sûr. C'est la base. Halloween, Ouais. je pense moi que c'est la base. D'accord. Hélène, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais pas pouvoir dire mieux que François et Bruno, quoi. C'est pareil, c'est la base même du Boogeyman, c'est le film où tout commence. Mm. Et bon bah voilà quoi, mais c'est une figure emblématique et monolithique, tu sais pas comment le détruire, tu sais pas ce qui... C'est ça, c'est-à-dire que le mec ne crève pas et ouais, effectivement. Bon, bah alors en ce qui me concerne, moi aussi, bon déjà c'est un trauma d'enfance pour moi Halloween puisque je pense que je l'ai vu beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que c'est un cousin qui m'a dit oh, c'est sympa, on va rigoler et puis qu'en fait je suis devenu zinzin et c'est ça qui est assez dingue et je crois qu'il y a cette notion-là un petit peu dans le Boogeyman et comme dans plein d'autres parfois plein d'autres figures ou même des je sais pas des animaux et d'autres symboles comme ça, c'est-à-dire que d'un côté ça te fait flipper et d'un autre côté ça te fascine complètement. C'est-à-dire que et c'est comme quand t'es petit, je crois qu'on te fait flipper avec le père Fouettard, ça te fait flipper, mais t'as quand même envie de voir sa gueule au père Fouettard, tu sais pas pourquoi, mais t'as envie de savoir à quoi il ressemble. Et Michael Myers, pour moi en tout cas, quand j'étais gamin, c'était ça, c'est-à-dire que le film provoquait chez moi vraiment un effroi mais puissant, c'est-à-dire que c'était impossible de dormir avec la lumière éteinte et la porte fermée, et en même temps, ben putain, j'avais envie de le revoir quoi. J'avais envie de revoir ce truc et d'être confronté à au même traumatisme. Et je crois, en tout cas en ce qui me concerne, depuis que j'ai vu Halloween pour la première fois, je veux pas faire du tout le vieux blasé, mais je cherche toujours un film qui va me traumatiser pareil quoi. Bruno, j'ai l'impression que t'as envie de réagir à ça. Ouais, je pense que par rapport à Halloween, il y a une chose intéressante à noter à mon avis, c'est que dans le film de Carpenter, donc l'original, il apporte aucune justification au massacre, au fait que commet, donc au meurtre que commet Michael Myers. On sait juste que c'est le petit frère de Laurie et qu'il la Et recherche. encore, on le sait dans le 2 ça. Voilà. On sait même pas dans le 1. Effectivement, tout est gratuit. Ouais. Voilà, il ne cherche pas à donner donc de justification à son personnage et du coup ça le rend encore plus évanescent, je dirais. Absolument. Ça le renforce dans son côté maléfique. C'est vraiment une figure maléfique. On s'éloigne presque de l'être humain et on rentre de plein pied dans le surnaturel. Au contraire de Rob Zombie, qui lui, donc dans son reboot de la franchise, justifie. On s'intéresse carrément aux gamins, Michael Myers gamin. Alors on voit massacrer des animaux, des choses comme ça. On sait que les serial killers en devenir. La plupart ont commencé déjà par martyriser les bestiaux, des choses comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il exploite dans le film. Alors petit à petit, on sent qu'il veut lui apporter un background et l'humaniser. Ouais. Voilà, l'humaniser. Et personnellement, même si le film est bien, le film de zombie, je trouve que ça a strictement aucun intérêt dans le cadre de Halloween, la franchise. Ouais, D'accord. Parce que ça va à l'encontre de ce que voulait faire Carpenter quand tu vois le personnage joué par Donald Pleasance, Dr Loomis, qui dit qu'il n'a rien d'humain, que ce n'est pas un homme. Enfin, il le répète tout le long du film. Donc voilà, le personnage du Toubib déshumanise vraiment aux yeux du public le personnage de Michael Myers. Mais c'est-à-dire, ouais, c'est exactement ça. Et dans le Halloween original, pour moi, justement, le personnage de Loomis est très important parce que sans lui, presque, Myers n'existe pas, dans le sens où c'est Loomis qui fait de Michael Myers le boogeyman en parlant, et ça se rapproche encore une fois le mythe. Le mythe original du boogeyman, où le boogeyman finalement au départ il n'existe pas, c'est juste tes parents qui t'en parlent et qui te font flipper avec, et du coup d'un coup il prend forme. C'est une sorte de némésis de la famille Strauss et du docteur quoi. Il lui court après pendant tout le film, et sa particularité à Michael Myers, c'est de pouvoir disparaître en une seconde d'une pièce quoi. Alors qu'il fait un peu de 2m20 et il a une salopette bleue et un grand couteau de 40 cm. C'est ça. C'est pas une salopette, c'est un bleu de travail, hein, je tiens à préciser. Mais c'est vrai qu'il se cache super bien, il apparaît dans les recoins de fenêtres pour faire boue, pour faire peur. Non, quand même, il est super fort. Mais c'est ça, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont absolument traumatisé dans ce film, c'est que c'est même pas des jump scares. C'est-à-dire que t'as des scènes où juste t'as deux personnes qui parlent, il y en a un qui franchit le cadre, il y a rien derrière la fenêtre, il revient et d'un coup t'as Myers qui apparaît, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas comment il a fait pour aller de l'autre bout de la ville jusque là. Je t'explique, en fait, il y a un technicien qui lui donne un top. Ben oui, il se lève, il apparaît dans la fenêtre. Le mec et après, désacralise tout. Quand il s'en va, il lui donne un deuxième top, il s'accroupit et il disparaît du cadre en fait. Je crois qu'il va être banni de. Je te kickban, mon vieux. Écoute, je vais te couper ton micro. Alors donc, ce qui est bien, c'est que là aujourd'hui, je suis à la technique et donc je gère les micros. Hein, je tiens à le dire. Donc tiens-toi, Caro. Alors merci pour cette explication technique. N'empêche que ça marche à 200% quand tu regardes le film et que du coup,
c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cette limite hyper fine entre la réalité et entre quelque chose qui est vraisemblable et un personnage qui devient fantomatique. Cela dit, Oui. moi, pour les adorateurs qui écoutent ce podcast et qui kiffent comme nous Halloween, je peux vous casser le mythe tout de suite. Alors, quand vous reverrez le film, remarquez bien, en fait, le masque que porte Michael Myers a une origine. Hein. Il a Ah pas bah été- bien entendu. Il n'a pas été On le inventé sait. comme ça par les créateurs du film. En fait, ils savaient pas trop comment le personnaliser. Et donc, il est tombé sur un masque, tenez-vous bien, de William Shatner, le Voilà. Captain Kirk de Star Trek. Et Absolument. donc voilà, en fait, il a pris, il a récupéré ce masque et puis il l'a appliqué à son Michael Myers. Il s'est dit ouais, ça pète. Et vous ne reverrez plus jamais Halloween de la même façon maintenant. Ah, mais William Heureusement qu'il Shatner, n'est pas tombé sur Spock. Hein. Oui, parce que il aurait fait, en même temps, il aurait fait flipper, hein. Mais il aurait eu les oreilles pointues, quoi. Ouais, ça aurait été un peu con quand même. Tout de suite, ça aurait été un peu plus dommage. Bon, alors Michael Myers, figure séminale du Boogeyman, en tout cas US et international. Qui c'est qui vient après Michael Myers? Oh, Jason. Qui est arrivé en premier? C'est Jason ou c'est Fred? Non, Là, c'est Jason. C'est Jason, ouais, en Ouais. C'est 1980, donc vendredi 13 1980. Alors vendredi 13, le premier du nom, Alors, une voilà, sorte dans de le premier, rip-off de Halloween, on est d'accord? Bah, sauf qu'il n'y a pas encore Jason, il n'y a pas de Oui, il y a pas de Boogeyman, Jason, il y a- mais c'est- il y a la mère. Voilà, oui, mais on C'est le juste sait un pas pendant tout le slasher. film, on se Oui, demande voilà. qui c'est. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, moi je trouve qu'il y a vraiment un côté Halloween dans le premier, c'est-à-dire que avant que tu apprennes que c'est la mère, tu sais pas ce qui tue, tu sais pas qui sont. Alors il y a du whodunit. Alors on arrive au terme du whodunit. Ça, c'est, je sens François que Alors, tu as envie de nous J'allais parler non, de ça. j'allais juste revenir sur tu me dis on sait pas qui c'est qui tue, j'allais dire si. Alors il y a une hache, Oui il y voilà. a Ouais. une flèche. Ouais. Il y a une fourche, Mais là, non? tu vas couper mon micro donc je vais laisser. Non, Il vas-y, demandera mon vieux. de ne plus Ah non, parler avant moi 40 quand on fait minutes. des blagues, je veux bien. Les blagues c'est cool, hein, ça fait rire les gens, ça les met de bonne Il humeur. rigole pas, mais son fils va avoir grave la honte quand il va réécouter ça dans 20 ans. Ça n'existera plus, on aura brûlé les bandes. Bruno? Vendredi 13, je crois que c'est le record de ce podcast, 12 films, le jour d'aujourd'hui. Ouais. Donc 10 films officiels. 10 films lancés donc du premier, celui qu'on va causer principalement, jusqu'au 10 qui se passe quand même dans l'espace. Donc là on sent que la franchise sait plus quoi trop raconter. Après le 11, Freddy versus Jason, donc est considéré comme un vendredi 13, hein, puisque Jason, voilà, entre Freddy et Jason, Jason. il défonce plus que Freddy. Voilà. Ensuite. Ah, j'ai même envie de dire, Euh, Jason défonce tandis que Freddy ne il fait donne, rien du il tout. balance Ah, des vannes. il se Oui, glande chaque- la nouille. Enfin, on parlera de Freddy après, mais bon, Freddy, bon, c'est un long débat, il fait pas grand chose quand même. Ah non, il fait pas grand chose. Et donc le 12e vendredi 13 qui est récent, qui date d'il y a 2 ans je crois, réalisé par Marcus Nispel, Ouais. donc déjà le réalisateur du remake de Massacre à la tronçonneuse. Absolument. Donc voilà, il a remaké vendredi 13. Bon, le film se regarde sans plus quoi, il est dans la vague actuelle des Voilà. films de teenagers un peu crétins, Ouais. mais l'ambiance poissarde en moins je dirais, Ouais, Voilà. il s'est moins bien émerdé que sur son remake de Clairement. Massacre, je trouve. clairement. Et C'est la patine Michael Bay en prod et tout, donc enfin bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure je pense. plus tard. Revenons sur le Voilà, premier. donc vendredi 13 le premier. Donc réalisé 1980, c'est ça? par- Ouais, réalisé Mais je par voulais parler du- Sean Cunningham. Ouais, du deuxième, justement, qui entérine bien le côté boogeyman de Jason, parce que justement, avant qu'il apparaisse, t'as les futurs moniteurs qui sont réunis au coin du feu, et Ouais. ils parlent justement de Jason et des meurtres qu'il y a eu avant. D'accord, Ça, ok. tu vois, c'est le principe même Donc du la fameuse propriétaire. réunion de gens Voilà. qui sont flippés autour Les du légendes feu. qu'on raconte pour se faire peur, et justement, t'as un petit rigolo qui arrive après déguisé. Ouais. Ouais, donc c'est l'ouverture de vendredi 13-2 ça. Ça arrive 20 minutes D'accord. après le film, ouais. Mhm. Ouais, donc Jason devient une légende urbaine Voilà. entre le 1 et le 2. C'est ça, puisque si je me souviens bien, le dernier plan du premier, c'est Jason qui sort de l'eau. Ah, c'est hallucinant ce plan. Ah, c'est je- complètement, Ah, c'est ouais. complètement dingue ça. C'est, C'est-à-dire que moi, je considère que je fais partie des gens qui considèrent que vendredi 13, peut-être la fin le plan. le plan final. Alors pendant tout le film, un tueur liquide tous les monos du camp de Crystal Lake Qui fume des joints, qui fument des joints et qui forniquent. qui fornique pas mal. Hein, Normal. comme Tout jeune. par exemple Kevin Bacon. Je sais plus si c'est son premier rôle au Cinoche ou pas. lui. C'est un de ses premiers rôles. en C'est un tout de ses cas, premiers rôles et Il a il une se très fait, belle mort. il se fait bien buter. Hein. Mhm. Et il se prend une flèche dans le cou, non? C'est Non, ça? il se fait transpercer le cou dans son lit par un espèce Ah de oui, stylo exact. plume. C'est Stylo. plutôt une flèche, ouais. Un pont, je sais pas quoi, pas un effet Ouais, de Tom Savini. c'est qui plutôt saigne pas mal. bien, ouais. Donc pendant tout le film, tu te dis c'est pas possible, c'est un mec qui commet tous ces crimes, et finalement tu te rends compte que c'est la mère de Jason qui vient se venger parce qu'on a laissé son fils se noyer quand il était gamin, que son fils il était un petit peu il était Un peu il était différent. un peu simplet quoi, hein, on peut le dire, c'était l'idiot du village, et donc il est mort noyé dans ce fameux Crystal Lake
à cause de du manque de vigilance. Voilà, parce qu'il fumait des joints. Exactement. Et il forniquait. Voilà. Et il forniquait, et c'est des hippies aussi, non? C'est ça, c'est des hippies. Bah, de toute façon, c'est des monos. Hein, donc les monos, on sait ce que c'est de la racaille. Et donc, à la fin du film, donc tu t'aperçois que c'est la mère. Et le plan final complètement monumental de ce film, l'héroïne arrive à trancher la tête de la mère de Myers. Elle s'échappe. Elle est dans une barque au milieu du lac. Elle Et s'endort dans la barque. Elle s'endort dans la barque. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Jason sort de l'eau. Voilà, Jason sort de l'eau, l'attrape, ça donne une image terrifiante. Ah, c'est flippant. Hein. Voilà. C'est-à-dire, moi, je considère pas que Vendredi 13, premier du nom, est un grand film, mais alors putain, ce plan final, il Et m'a en foutu fait, les chocottes. Hein. c'était un cauchemar. C'est ça, comme la saison 2 de Dallas. Vous étiez au courant de ce truc complètement dingue? Ma mère, elle suit, elle adorait Dallas. Attends, toute la saison 2, c'était un cauchemar. Enfin, un rêve. Alors oui, donc c'était un cauchemar. Voilà. Et donc ça se termine comme ça. Et le 2, on retrouve directement au début du 2 l'héroïne du premier, donc qui survit. Et Jason débarque dans l'hosto. Ouais. Ah non, elle est chez elle. Elle est en train de donner des croquettes à son chat. Elle donne des croquettes à son chat, non? Ouais, mais elle ouvre son frigo. Voilà, elle ouvre son frigo. C'est hyper important, mec, la symbolique du frigo. Dans le frigo, qu'est-ce qu'elle trouve? La tête de la mère de Jason, voilà. Et là, Jason se pointe avec quand même, il faut le préciser, un sac à patates sur la tête. Donc, ah oui, exact. Pour casser le mythe, en fait, ils savaient pas trop comment l'habiller. Et vu qu'ils avaient déjà utilisé le masque de Star Trek, ils sont allés faire des courses. Et ils ont utilisé le sac à patates. Hop, micro coupé. Alors, donc, on est entre nous, Hélène, maintenant. Hein, on parle. Non, allez, je te remets ton micro. Donc oui, effectivement, le sac à patates avec juste un trou. Ouais, voilà, un œil, on est bien d'accord. Il a d'accord. un œil plus haut que l'autre, comme Sinoc dans les Goonies. C'est ça, ouais. Et il récupère. Moi, en fait, il y a peu de temps, quand j'étais petit, j'avais pas fait le rapprochement, mais il y a peu de temps pour moi, j'arrive pas à dissocier Sinoc et Jason. En fait, c'est un peu chiant parce que ça me nique les Goonies maintenant. C'est les gentils jumeaux de. Je dis, ouais, non, mais à chaque fois que je regarde les Goonies, maintenant, j'ai envie de leur faire, faites gaffe, c'est Jason, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est Sinoc. Bref, Sinoc, c'est pas un boogeyman d'ailleurs. Donc il chope son fameux masque à partir de quoi, du troisième épisode. Voilà, Et c'est assez dingue parce que finalement, c'est à partir du moment où ça devient une franchise pure et dure, avec tout ce que ça comporte de faiblesses scénaristiques et de bouse, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment un boogeyman à part entière, avec le visuel qui va avec, le masque de hockey, la machette. Et les pouvoirs surnaturels. Effectivement, voilà, comme Leatherface, il a son arme favorite, ou Michael Myers, c'est son couteau, lui, c'est donc la machette. Ouais. Le coupe-coupe. Sa particularité, c'est aussi de mourir 100 000 fois à peu près dans la franchise. Ça, son autre jusqu'à devenir vraiment, jusqu'à devenir officiellement un mort-vivant, apparemment. Il a une autre particularité qui est plutôt drôle, c'est que quand il poursuit quelqu'un, il marche à 2 à l'heure, mais il les rattrape toujours alors que les gens courent. Donc là, on se dit, il a des grandes jambes. Alors, il a des bottes de 7 lieues. Enfin, il y a une astuce. Et les bottes de 7 lieues, c'est un ogre. Voilà. Je pense que. Non, mais une fois. Ah, on n'avait pas senti ça, que les mecs qui avaient écrit les suites pourries de Vendredi 13, ils avaient quand même de la suite dans les idées. Exactement. Parce que oui, effectivement, Michael Myers qui court aussi vite que les gens sans marcher, c'est les bottes de 7 lieues. Voilà. C'est un ogre, quoi. Oui, c'est un ogre. Donc bref, toutes ces particularités, elles se retrouvent dans quasiment tous les films de la franchise. Le 5, c'est. Mais je repense d'ailleurs, et c'est dingue en parlant, je repense encore au mythe de Barbe Bleue qui planquait dans le cabinet bas de son manoir toutes ces femmes mortes. Ouais. Michael Myers, si je me trompe pas, il a une cabane avec la tête de sa mère. Avec la tête de sa mère et avec. Est-ce que c'est dans. Je sais pas si vous connaissez bien la franchise, parce que moi je me souviens plus de tous les épisodes, mais je me souviens que dans un épisode un peu décrié, à savoir Freddy versus Jason, on voit clairement qu'il débarque dans sa sorte de cabane et qui balance dans un placard un corps et tu entrevois en fait plein de corps qui flottent et tu te rends compte qu'il a conservé tous les cadavres de ses victimes, qu'il les balance dans sa cabane là, et ça rejoint un peu le mythe de Barbe Bleue, clairement, quoi. Une sorte de conservation de toutes ces victimes dans un endroit caché, tenu secret. Jason, encore plus que Michael Myers, est vraiment alors, c'est un espèce de pur produit de l'ère Reagan aussi. Ouais. Parce que quand Reagan est arrivé au pouvoir aux États-Unis à la présidence, c'était la fin des années 70, etc. La mode hippie commençait à passer et tout. Et c'est vrai que Jason est très focalisé donc sur tous les fumeurs de joints et ceux qui forniquent. Hein. Ouais. Et donc, c'est une espèce de produit aussi de la société américaine des années 80. Ouais. Quelque part, on retrouve un peu tous ceux qui tuent ces espèces d'interdits
Souvent, c'est une société assez puritaine, Bien les sûr. États-Unis, mais alors en termes de films d'horreur, ils se lâchent quand même. Mais c'est à partir de là, oui, c'est vrai, on est bien d'accord. Mais c'est à partir de là qu'on s'éloigne de tout le trip horreur des années 70 où c'était quand même vachement du film d'horreur presque engagé politiquement avec Romero, les premiers Craven et tous ces trucs-là qui étaient clairement des films issus du traumatisme de la guerre du Vietnam et tout le bordel. Alors qu'en fait, dans les années 80, on rentre dans une pure période de films d'horreur gratuits, quoi. C'est-à-dire- Gratuit, mais toujours avec un côté un peu moralisateur. Ouais. Oui, ça renoue parce avec que les vieux contes. clairement, si on se tape les 10-12 films d'affilée, il y a vraiment une ligne directrice dans les meurtres perpétrés par Jason. Quoi. Je veux dire, généralement, celle qui s'en sort à la fin, c'est celle qui est restée vierge pendant tout le métrage. Effectivement. Donc, Plus ou moins, donc qui voilà. vit une histoire d'amour Alors, véritable. voilà, alors c'est un Dans espèce le- de sous-texte qui, moi, m'intéresse pas personnellement parce que je trouve ça complètement con. Maintenant, bon, bah, je sais pas trop de quoi vient cette règle. Faut voir aussi quoi. Enfin, tu sais, quand tu remontes encore aux vieilles histoires de croque-mitaine, mais en plus on a à travers le monde, c'est rigolo. Bon, ça s'adressait aux enfants. Si tu fais pas ça, si tu t'approches de cette rivière, il y a le monstre du pont qui va t'emporter. Si tu fais pas ta prière, il y a le monstre qui va t'emporter aussi. Bref. Et là ensuite, eh ben, on a mis ça au niveau des adolescents parce que qui regarde les films d'horreur, bon, les gamins en cachette bien sûr, mais les ados. Ouais. Mm. Oui, Et donc c'est effectivement. peut-être aussi une manière, effectivement, à l'adolescent américain moyen de s'identifier plus facilement aux personnages des films. mettre ouais. un peu de Mais morale. comment tu t'identifies au personnage de Vendredi 13? C'est pas possible. Ouais, Ils sont mal complètement écrits. cons. Ils sont complètement Bah, moi, je neuneux. voudrais bien vous y voir. Si Jason vous coursait, vous aurez beau courir vite, bah, il vous rattrapera. hein. En même temps, c'est vrai que. Mais les mecs, ils se planquent derrière des arbres. Tu te planques pas derrière un arbre. Oh, je sais Ouais, pas. à un moment, ils sont essoufflés, l'autre, il est jamais essoufflé aussi. C'est C'est ça. un peu le principe. En même temps, ouais, c'est vrai que le mec n'a Lui, pas il de. avance tout droit. Mais oui, mais en Sharp. même temps, les autres, ils fument, quoi. Donc quand Ah, tu donc fumes, bah forcément, voilà, tu respires pas bien. Tu Et... respires pas bien, t'as Voilà. l'impression d'avoir couru 200 mètres alors que t'as fait 20 mètres. Et on y revient. Voilà. Et on y revient. C'est quand même dingue. C'est super intelligent ces films. Alors donc Jason, grosse figure de boogeyman à travers les âges. Effectivement, on n'a pas fini d'entendre C'est- parler de lui. Il paraît qu'il va faire du ski bientôt. C'est devenu plus une figure, un produit commercial au fil des ans, un peu comme Michael Myers. peu comme Alors Michael que et c'est vrai, Freddy, Dans quoi. les quand même premiers Vendredi 13, il y a tout ce côté poisseux propre au basculement des 70s dans les 80. C'était encore ambiance un peu route. Ouais. Ouais, non, Et, ça, et c'est moi, bon. moi, le premier, je trouve personnellement qu'il fonctionne encore très bien. Je le trouve assez effrayant. Alors, je me suis fait une nuit vendredi 13 il y a longtemps, au cinéma Racine sur Paris, je me rappelle. Bon, ils en passaient 5 d'affilée. Je vous cache pas qu'au bout du troisième, on n'en pouvait plus. T'as piqué du nez un peu. T'as piqué du Mais nez. les deux premiers, on s'est quand même bien fondu Ouais, la ouais, gueule. Ouais. parce le que 2 il y hardcore, a- il tue un handicapé et tout. Ouais, il y a- Ah mais attends, mais C'est oui, pas mais mal, ouais, Il y a et le tous les meurtre de poncifs. l'handicapé, pour revenir Voilà. vite fait sur Massacre à la tronçonneuse, il y en a un aussi. Ouais, Un meurtre d'handicapé en chaise roulante bien Ouais, ouais. vénère. Hein. Exact, ouais. Ouais. Donc Mais, non seulement t'as pas le droit de forniquer, t'as pas le droit de fumer, mais t'as pas le droit d'être handicapé, quoi. Non, non, c'est... Sinon le boogeyman t'emporte. C'est super conservateur. C'est vraiment, mais grave. Voilà. Ah ouais, non, c'est ça, c'est assez dingue. On en a fini avec Jason. Enfin, on en a jamais fini avec Non, Jason non, puisqu'il non. crève pas ce con. De toute façon, il va revenir. Mais on passe au boogeyman suivant. Allez, next, c'est qui? Bruno. Alors il regarde sur sa Donc là, on petite était en 80. Bah là, on va aborder une autre figure ultra célèbre, Freddy. Hein, l'église de Ah, Freddy. Alors Freddy, j'ai l'impression que c'est la mode de détester Freddy. Moi je le Oh. kiffe ce mec. Ça dépend. C'est pas la mode de détester Freddy, mais Le remake, il c'est vient quand même plus. que c'est un film de Freddy, c'est un peu chiant. Au moins, dans Vendredi 13, on est sûr qu'on a notre quota de morts. C'est bête et méchant. Ouais. Freddy, il parle. Et ça met trop de temps à arriver à moi. Pas tant que ça dans le 1 quand même. Hein. Le 1, Ouais. il charcle bien, Mais il est bien c'est- voilà. efficace. Mais le 1 c'est aussi un boogeyman qui apparaît que dans les rêves, machin chose, etc. Ça reste un très bon film. C'est comme Vendredi 13, il a son acteur devenu connu qui débutait, machin chose. Ouais. Enfin, c'est... Y a pas Moi, y a rien à dire sur le premier. personnellement, mon favori c'est le 3. Et Ouais, c'est voilà. c'est celui dans lequel je trouve qu'il a le plus la dimension de boogeyman. Le Plus que 3, dans le le 1 3 encore. il est fun, il y a la marionnette, il y a tout Ouais, ça. mais en même temps, formidable. le problème, C'est c'est qu'il vachement a plus amené la inventif parce qu'il franchise y a le dans côté ce- rêve, donc les meurtres Ouais. sont vachement plus fun, etc. Très graphique. Mais ouais. là, je trouve que le personnage a trop sombré dans le côté teenagers, je fais des blagues à tous les étages. Ouais. Enfin, c'est un peu ça qui l'a tué, quoi. Et C'est ce que- pour mais ça, en je même pense temps, que- paradoxalement, c'est ce qui en a fait la figure populaire qu'il est devenu et un des boogeymen les plus célèbres. Ouais, mais je pense au monde, qu'ils quoi. ils en sont revenus. Enfin, c'était ça dans les années 80-90. Maintenant, Freddy, je pense que on s'en fout un peu. Ah, il fait pas flipper grand monde, il fait pas flipper grand monde, mais ça reste un boogeyman hyper charismatique quand même.
Bah, il y a le statut de Alors, comte et puis voilà, là on découvre... Il y a le statut de comte, il y a le statut des enfants. Déjà, à la base, on dit ils- la statue, hein, les Ouais, gars. il tue les enfants. Il tuait des enfants, etc. etc. On Donc là, on est reviendra vraiment pas dans le plus. premier, dans le boogeyman de base. Et c'est Pur et pour ça dur, que ouais. Le premier, c'est quand même un bon film. Là, il n'y a rien à dire. Mhm. Il fait flipper, il apparaît dans les rêves quand on l'attend pas. Enfin, c'est genre attention, si tu t'endors, il va venir te tuer. Donc Mhm. ils font tout pour lutter contre, quoi. Ouais, mais là il y a aussi un statut psychanalytique, tu vois, enfin, le fait qu'il apparaisse dans les rêves et le fait que le 3 se passe dans un asile. Mhm. Donc là on trouve Freud. Parce que bon, je pense que Freud a été pas mal inspiré par une histoire d'Hoffmann qui parlait justement d'un marchand de sable diabolique. D'accord. Et bon, bah, le fait que finalement le boogeyman ce soit un produit de l'imaginaire, j'imagine qu'après s'éveiller au coin du feu où il se racontait ses contes terrifiants, il devait faire des gros cauchemars bien flippants et se dire mais merde c'est vrai tout ça, je me suis fait agripper par un monstre. Donc je pense que voilà, non, la figure de Freddy c'est vraiment celle qui se rapproche le plus du boogeyman tel qu'on le connaissait dans les légendes urbaines. Folklorique, rurales. quoi, ouais. Voilà, ouais. D'accord, ok. Mais du coup, justement, donc Freddy, ça serait cette sorte de marchand de sable pervers, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et Bruno, Freddy, c'est un peu le monstre qui se planque sous ton lit, quoi, quand tu dors. c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment la figure emblématique, quoi, du croque-mitaine. Alors ça a été réalisé par Wes Craven en 84, Ouais. pour resituer un peu. Ouais. Donc moi, voilà, comme un peu mes collègues ici, moi le premier, pour moi, c'est juste une pièce maîtresse, je dirais, du cinéma horrifique contemporain, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Les Griffes de la nuit, bon, on peut, pour, je dirais, des mauvaises raisons, lui trouver des défauts, etc. Il a un peu vieilli, tout ça. Bon, mais dans le premier Freddy, donc Freddy n'est pas du tout un comique. Non, c'est pas un rigolo, non, effectivement. Il tue, mais de manière ultra sauvage, la plupart des protagonistes. Donc Johnny Depp, pareil, un peu comme Kevin Bacon dans les 13, Johnny Depp a eu un petit rôle dedans. Ah, il est broyé par son lit, le mec. Voilà, il disparaît dans un trou dans son matelas et ça se termine en douche de sang. Qui à passe à l'envers, travers quoi. le plafond, Enfin, tellement il y en a. hallucinant. Et Freddy, moi, par rapport à mon histoire personnelle, je l'ai vu à 8 ans. Ah, Relativement tôt, ouais. par rapport, disons, à l'interdiction en vigueur. Et j'en ai fait des cauchemars pendant 2 nuits, quoi. Ben, normal. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a empêché de dormir. Donc Normal. ouais, le croque-mitaine, là, on est en plein dedans, je pense. Ah mais moi je pense qu'on est en plein dedans. Si je me place de mon point de vue, si j'ai des gamins, je les ferai pas flipper avec le père Fouettard, je les ferai flipper avec Freddy, moi. Mais c'est sûr et On certain. leur apprendra la chanson. Je leur apprendrai la chanson et je leur dirai si tu fais pas tes devoirs, mon vieux, et que tu me fais chier après le dîner, c'est Freddy qui va venir te couper les, Il va venir te couper en deux. ouais, qui va venir te couper en deux avec ses griffes, quoi. Et il Et, est c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire il y a plein de gens. Et je pense que c'est ça la preuve à partir du moment où tu commences à rentrer dans le panthéon de la culture populaire, il y a plein de gens qui n'ont jamais vu un Freddy et qui savent parfaitement qui est Freddy, ce qu'il représente et ce que c'est comme personnage, quoi, tu vois. Alors que pour Michael Myers, ça reste encore pour pas mal un truc d'initié, c'est-à-dire que tu connais Michael Myers et tu sais ce que c'est si t'as vu les Halloween. Sinon tu penses que c'est un tueur en série de films d'horreur. Alors que Freddy, Mike Myers, voilà, Austin c'est- Powers. de Parce Austin que- Powers. Je pense aussi c'est parce que Freddy est peut-être devenu un bouffon au fur et à mesure des films. Ouais. Un espèce de Joker grimaçant, bon, qui infligeait toujours des sévices corporels, mais bon, il a quand même perdu de son aura, je dirais, effrayante pour virer un peu dans la caricature. Ouais. Mais bon, voilà. Il y a 9 films, je crois, et plus une série, mais enfin, pour moi, je retiendrai, on va dire, les 3 premiers. Ouais. Ouais. Après, à partir du Non, 4, ça commence un peu à partir dans tous je les donnerais le sens. 3 parce que je trouve que le 2 il est quand même bien pourri quoi. Ouais, en fait le 2, c'est juste que le 2 s'éloigne complètement c'est-à-dire qu'il apparaît en dehors des rêves. Donc Le 2, à il est partir de assez, là, d'ailleurs, il est assez réel que le 2, il y a une espèce de sous-texte contre les homos. Oui, Ouais, un peu. Mais en fait, fouetter le cul à coups de moi je le trouve, on va dire. rigolo. Enfin, c'est-à-dire que comment dire, au niveau de la technique et tout, moi je le trouve assez rigolo le 2. Après c'est un peu à part. Il y a une des effectivement. meilleures scènes comme de toute la franchise dans le 2. Il y a Freddy qui sort du corps du de- jeune adolescent. À un moment, l'adolescent crie, on voit l'œil de Freddy au fond de sa gorge. Et c'est bien Et après, vénère effectivement. le ça. visage de Freddy s'imprime dans son ventre et sort. Enfin, c'est à regarder. C'est Ouais. du lourd, quoi. Ouais, c'est En termes d'effets assez spéciaux, c'est ça assez fout violent ça fout la effectivement. pression, quoi. Et- Et Freddy sort des rêves dans le 2. Freddy, c'est exactement ce que je Et disais, là, c'est-à-dire ça que là, part en couille, j'avoue. ça part un petit peu en couille. Ça revient à du bon Freddy un peu glauque dans le 3. Personnellement, je fais partie de ces rares personnes qui portent une affection toute particulière à Freddy sort de la nuit. Je sais que c'est un film pas mal décrié et que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais alors là, en revanche, ce qu'on peut pas retirer à Freddy sort de la nuit, c'est que c'est presque une thèse sur le boogeyman, C'est ce le film. 7e. C'est le 7e. C'est le film sur lequel Wes Craven revient à la réal, où il y a presque une dimension film dans le film, puisque Freddy s'attaque au personnage qui jouait
dans le premier film, à savoir Heather Langenkamp et Wes Craven y joue également son propre rôle. Alors bon, oui, Robert Englund aussi, non il y a Robert Englund, le célèbre Wally de V, hein, quand même. exactement. Alors ce film est vachement décrié, on va pas rentrer dans une oui pour ou contre Freddy 7, il y a pas de souci. Mais je voulais juste quand même aborder le côté un peu avec toi Hélène d'ailleurs, un peu presque psychanalytique de ce film quoi. Où effectivement il y a une sorte d'étude sur le statut de boogeyman quoi. Ouais, alors, je vais te dire, je l'ai vu il y a super longtemps. Et merde. Je pourrais pas trop te dire, ouais. Ce On avait podcast parlé a avec été mon préparé avec les pieds, hein, on peut le Ça, dire. je suis désolée. Sur l'étendue psychanalytique de toute la série, de toute façon. Ouais, non, Effectivement, mais c'est vrai que J'ai c'est dans le les c'est dans le set qu'il y a une mise en abîme où t'as Wes Craven, le réalisateur, qui effectivement il s'écoute un peu parler le garçon, on est bien d'accord, mais le mec parle de sa création et à la fin la scène finale c'est quand même Heather Langenkamp, donc l'actrice principale du premier Freddy, qui se retrouve dans l'antre de Freddy, qui n'est plus du tout le personnage de Boogeyman qu'il est dans le reste de la série, qui est vraiment une sorte de personnage mythologique à part entière avec des cornes, qui vit dans une sorte de c'est plus du tout la chaufferie, c'est une sorte de temple avec du feu un peu dans tous les sens, et c'est presque ce serait presque une incarnation du diable qu'elle doit détruire, et là en l'occurrence je trouve qu'on a vraiment même si le film a plein de défauts, on retourne vraiment sur une vision du boogeyman qui se rapproche des récits mythologiques qui datent pas d'hier, on peut le dire. Donc voilà, et puis ensuite le remake qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'ai trouvé personnellement. Le remake de Freddy, il est sorti cette année. Ouais, Samuel Bayer. Encore une fois, le problème c'est qu'ils ont voulu donner un peu, ils ont voulu encore humaniser Freddy, quoi. C'est un peu le même souci qu'il y a eu avec Michael Myers. Avec Michael Myers, c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est cette mode actuelle, on est dans les années 2000, c'est bientôt terminé, mais de vouloir absolument tout expliciter. Ouais, Humaniser voilà. les monstres. Alors que non, au contraire, quand c'est gratuit, on cherche pas à expliquer pendant 107 ans leur origine, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est bien plus flippant. Mais c'est dommage parce qu'il y avait justement un double discours sur ce remake de Freddy où il promettait d'un côté de retourner vers quelque chose de plus sombre et de plus glauque et où Freddy serait pas un rigolo. Effectivement, on peut pas leur retirer ça dans le remake de Freddy. Freddy il est pas drôle du tout. Mais en même temps, voilà, l'humanisation du personnage et puis le fait qu'on ne s'attache absolument pas aux ados du film qui ont d'ailleurs l'air d'avoir 30 berges. Malheureusement, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, ça fonctionne pas. Et du coup, Freddy a pas du tout. Pire que ça, moi j'ai pas vu le remake, mais je sais que c'est un pédophile, je crois, Freddy Krueger. Ils en font plus ou moins un pédophile. Voilà, et bon déjà, ouais, super. Alors, ok, donc c'est le pédophile aujourd'hui, c'est la figure absolue du mal dans la société. C'est ça. Donc Freddy Krueger, ok. C'est un peu une sorte de. Quand même. Moi, je pense que d'une certaine, ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est juste qu'elle est méga mal exploitée dans le film. Moi, et que c'est. Ce que je me souviens par rapport à Freddy, c'est que je sais que Freddy est issu du viol d'une nonne par 107 psychopathes, je crois. Ouais, des choses comme ça. Donc dans un asile. Pour moi, je trouve ça déjà Tu vois dans le plus 5, autre. Dans le 5 ouais, enfin le 3 c'est explicité et dans le 5 tu as le flashback avec effectivement tous les psychos. C'est bien donc la nonne avec je sais pas combien de centaines de psychopathes mais qui est resté enfermé dans l'asile par erreur et qui se retrouve. Donc elle prend très cher. Donc voilà, on peut dire ça. D'ailleurs il y a un remake pornographique à base de gangbang que vous pouvez voir sur le net avec certainement. Annabelle Chong dans le rôle de la nonne. Voilà, c'est ça. Mais donc du coup ouais dans le remake Freddy perd carrément son statut de boogeyman alors que c'est pourtant Freddy si tu veux et que du coup le mec il a juste apporté un pull à rayures, un chapeau, on a même limite pas besoin de voir sa gueule, normalement c'est censé représenter le boogeyman ultime et il perd complètement ce statut dans le remake. Alors on va zapper ce remake. Voilà. Et je pense que on est assez d'accord sur le fait que Freddy, bon bah voilà, ça reste quand même une référence. Freddy, c'est pour moi, ça se rapproche, c'est la figure qui se rapproche le plus du croque-mitaine. Ouais. Parce que vraiment, le fait qu'il soit lié au rêve et donc à la nuit, au monde nocturne, etc. Et puis les griffus, non mais le voilà, je veux dire, qui se tapit sous ton lit. Exactement, je veux dire, c'est vraiment Craven là-dessus, il a eu une idée de génie quoi. Alors il dit qu'il a eu cette idée de Freddy dans un rêve. C'était entre un rêve et un article qu'il avait eu dans un journal et un fait divers. Bref, il a écrit le scénar de genre. Enfin bon, bref, on saura jamais la vérité. Oui, on saura jamais. Mais toujours est-il que l'idée est géniale parce que quand on regarde ça enfant ou ado, ouais, c'est vraiment un croque-mitaine quoi. Ça arrive. Mais d'ailleurs, si je me trompe pas, le visuel du personnage de Freddy était vraiment inspiré par un jardinier ou je sais plus si c'était un jardinier ou un clochard pardon, qui traînait en bas de chez lui et qui le faisait super flipper quand il était petit. Et du coup, c'est parce qu'il y a ça aussi, la figure du boogeyman. Des royalties quand même. Hein. T'imagines le truc. Mais parce qu'il y a une idée.
dans le Boogeyman, il y a ce qu'on nous décrit, ce que nos parents ou nos oncles ou nos grands frères nous décrivent pour nous faire flipper. Et il y a aussi l'image du Boogeyman que toi tu te fais et que finalement ton voisin ça peut être ton Boogeyman quoi. C'est-à-dire que quand t'es petit, si t'as un voisin qui te regarde de travers et que t'es un petit peu impressionnable, tu peux très bien t'imaginer quand tu dors le soir que c'est lui la figure fantomatique qui va venir te faire du mal. Et c'est pour ça, je pense effectivement que le personnage de Freddy visuellement, Wes Craven est allé le pêcher dans un mec qu'il avait croisé en bas de chez lui quoi. Ouais, alors que de tous ceux qu'on a parlé avant, là, Halloween, Vendredi 13, Massacre et maintenant Freddy, c'est le seul qui a un visage. Effectivement, ouais. C'est le seul à laquelle on peut, c'est le seul personnage auquel on peut, voilà, vraiment coller une image. C'est un acteur, bon, donc c'est peut-être pour ça aussi que dans le remake tout le monde dit c'est pas l'acteur de base, machin chose. Ouais, c'est pas ça qu'il imagine. Et il parle, alors que les autres, c'est vraiment du boogeyman de base. Il est là, rien que sa présence. Ils sont muets, effectivement. Ils sont muets et ils ont pas de visage. Enfin, il n'y a rien à quoi on peut s'attacher, quoi. Ouais, mais il parle pour balancer des vannes, donc bon. Il parle pour balancer des vannes, mais en même temps, moi j'ai toujours vu le père Fouettard comme une sorte de personnage un peu marrant en même temps. Enfin, c'est-à-dire c'est le mec qui vient te punir et tout machin, mais qui, enfin, je sais pas. J'ai jamais vu le boogeyman ayant un langage très élaboré, quoi. C'est genre je vais te choper, je vais te bouffer, c'est tout, point barre. Pour toi, ça reste ça. Ouais. D'accord, ok. Et il me revient en tête que dans Freddy 7, Freddy bouffe le gamin. Ouais. Purement et simplement. Il le mange quoi. Ouais, dans d'autres Freddy, déjà il mange dans le 3. Dans le 3, sous forme de serpent et tout machin. Voilà, il avale une des filles. Il avale Patricia Arquette. Ouais, c'est Patricia Arquette. Ouais. Il avale Patricia Arquette. Voilà. Il y a quand même un truc dans toute la série. Il y a un truc que j'aime bien dans Freddy, c'est la petite comptine chantée par des petites filles. Voilà, Freddy sous ton lit. Voilà. Alors là, on tombe vraiment. 1, 2, voilà Freddy sous ton lit. Alors les fans de hardcore de Freddy vont bondir sur leur canapé là parce que. Le problème c'est que ils vont dire Koala ne connaît pas les paroles de Freddy, mais c'est n'importe quoi. Si quelqu'un veut la chanter ici, faites-vous plaisir pour ceux qui connaissent pas. Mais là, oui, là on tombe vraiment dans la légende urbaine de plein pied, encore plus que dans les autres franchises. Légende urbaine, c'est pas Boogeyman. C'est pas parce que c'est pas exactement la même chose, mais parfois ça se recoupe. Ça se rapproche quoi. Parfois ça se recoupe un peu. C'est vrai que c'est un côté Boogeyman parce que justement c'est les enfants qui chantent ça, tous entre guillemets dans le village, dans la rue, pour se faire peur, etc. Comme un Boogeyman. C'est pas une légende urbaine, je pense. C'est la même chose, mais effectivement on peut faire une distinction. Alors écoutez les gars, vous n'allez pas vous taper dessus non plus. Bon alors. Vous n'avez pas. Je prends les paris. C'est pas la même chose, bordel de merde. Voilà, moi la comptine, je la trouve géniale quoi. Non, effectivement, c'est un élément important de la saga. Ouais. C'est un élément très important de la saga. Donc Freddy, Boogeyman. Ok, banco. Allez, t'as ton statut de Boogeyman, mon vieux. On passe au suivant. Je sens qu'il a c'est un mec qui vaut pas un clou. Alors le suivant, moi j'aime beaucoup aussi. On s'est posé la question de savoir s'il rentrait vraiment dans les croque-mitaines. Donc 87, Clive Barker, Hellraiser. C'est autre chose. Je suis pas trop d'accord. Toi t'es pas d'accord, Hélène? Non, parce que bon, là, c'est effectivement un monstre qui a un visage et il est invoqué grâce à une boîte infernale et il vient des enfers. On sait sa provenance. On parle de Pinhead. Oui. Oui, bien entendu. Précisément pour ceux qui. C'est pour ça que je disais que c'était un mec qui valait pas un clou. C'est une blague que personne n'aura relevée car elle était mauvaise. Donc. Alors Pinhead. J'ai pas rigolé parce que t'as pas rigolé à mes blagues d'avant. Non mais on est bien d'accord. De toute façon nous on est en compète. Je sais ce que c'est. Alors Pinhead, ouais, un mec fringué en cuir, avec à certains endroits chair apparente, clou planté sur la tronche. Il a pas une tête de porte-bonheur, on peut le dire, ce mec. Et donc, est-ce que c'est un Boogeyman, est-ce que c'est pas un Boogeyman? Alors moi, je sais pas trop parce que je trouve celui-là est resté dans tous les Hellraiser, alors. Enfin, normalement, c'est les Cénobites, il y aurait pu en avoir plein d'autres. T'as tous ceux qui sont derrière, je sais pas pourquoi celui-là est resté plus que les autres. Ah oui, oui, effectivement, d'accord. Il y a dans chaque film, il y a Pinhead avec d'autres Cénobites qui sont toujours remplacés, qui sont jamais les mêmes. Il y en a au moins 4 et il y a que celui-là qui est resté. Parce qu'à la base, je pense pas qu'il se disait je vais faire un personnage qui va rester comme peut-être Freddy avec ses suites, etc. Ça aurait pu être Hellraiser 2. Il aurait pu y avoir d'autres Cénobites sans problème quoi. Ouais, donc je sais pas si c'est vraiment un Boogeyman. Je trouve qu'il se rapproche plus du personnage diabolique comme on en voit dans les mythes de Faust. Ouais. C'est-à-dire qu'il est invoqué finalement, alors que le Boogeyman, on veut pas de sa présence. Bon après on verra, il y en a peut-être d'autres qui sont invoqués, mais sans que les personnages y croient trop.
Ouais. Mais celui-là, on recherche vraiment sa présence. Il y a un moyen d'invocation via l'espèce de Rubik's Cube de la mort, quoi. D'accord. Donc, Donc ouais, ça donc qu'il toi a dit. tu le classerais pas dans la catégorie Non. des boogeymen. T'en penses quoi toi Bruno? Moi j'aime pas trop le Riser. Non c'est vrai, j'ai du mal à accrocher à l'iconographie de cette série. Et pourtant t'es un amateur de Clive Barker. Pas spécialement non plus. Non plus. Non. Donc D'accord. c'est peut-être ceci explique cela, mais c'est vrai que tout le sous-texte sadomaso, cuir, moustache. Ah, pas cuir de moustache. Ça à la limite je m'en fous, mais c'est vrai que Hellraiser, la saga est connue donc pour sa figure Pinhead. C'est vrai que c'est un visage quand même Qui est connu. quand même une sacrée. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est quand même visuellement l'un des boogeymen les plus réussis. Est-ce que c'est un boogeyman donc, Non, mais pour toi l'un des. Bon, alors. Oh merde, j'ai plus le droit de dire C'est boogeyman. un des personnages qui a une figure vraiment les plus travaillées, les plus abouties. Bah pour et moi, les ouais, plus il est. charismatiques, je C'est-à-dire pense. qu'il est C'est-à-dire que- automatiquement identifiable au même niveau en ce qui me concerne, d'un Jason, d'un Freddy, d'un. Voilà, mec, c'est- même si je vois c'est juste sa pareil. silhouette, que je vois juste son ombre, je sais qui Et c'est. il est quand même, enfin après c'est l'univers de Clive Barker, mais il est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus, enfin il a de la prestance. Oui, puis un- il s'exprime bien. Un Jason, il arrive, c'est une espèce de mec de 2 mètres, un peu gros, qui a les épaules voûtées, et qui a voilà, alors que dans Hellraiser c'est pas ça quoi, c'est un mec super propre Non. sur lui. Alors que dans Hellraiser, Pinhead il pourra aller danser au caf Saint-Sabin par exemple quoi. Hein, les soirées Absolument. goth. Mais d'ailleurs, il y en a. David Doucan. Il y en a. Spécial casse dédié. Que nous saluons Au le, passage, Au il est cool. passage, le bien grand David. Il a amicalement. toujours ses cheveux, David? Non, il a joué il à un coupé. GI complètement, non, un réserviste, donc il a Ah, tu plus vas ses cheveux. rigoler, je mais trouve qu'il on ressemble pourra- à Just on pourra Coleman maintenant. Oh là là, j'ai hâte de voir ça. Ça Oh, fait longtemps avec que je l'ai pas vu le on pourra pépère. l'inviter, ouais. Bon, on lui fait un petit coucou et oui, on l'invitera un de ces quatre avec grand plaisir, carrément. Donc Hellraiser, mais je trouvais que Hélène a mis le doigt sur un point intéressant, c'est contrairement peut-être aux autres, ouais, c'est celui-là on l'invoque. Ouais. Il y a vraiment Ouais. une volonté. Alors peut-être qu'elle peut expliquer pourquoi on doit l'invoquer. Attends, je sais plus, là, j'ai vu aussi. Il y a, il y a super c'est longtemps ce que que j'ai pas tu fait l'as dit, Pinhead. Bruno, c'est le côté sadomaso, c'est-à-dire que si t'invoques Pinhead, c'est Ah parce oui, que oui, t'as oui. envie de souffrir et Ouais, mais d'y c'est de prendre faire du souffrir plaisir. Tu as son un prochain ou Ouais, Non, voilà, non, c'est pour rechercher le plaisir ultime dans la souffrance Ouais, exactement. infernale, quoi. T'as un personnage au début du film qui est en train de manipuler la boîte et t'as des crochets qui arrivent des enfers et qui lui arrachent la peau. Enfin bon, Voilà. et il a pas l'air d'en souffrir des masses finalement, le Ok. gars. Ouais, donc c'est vrai que c'est quand même une distinction par rapport à tous les autres d'avant. C'est-à-dire que celui-là, il y a une recherche évidente de sa présence. Donc, Oui, Ouais, il vient pas voilà, te punir, c'est toi qui vas le chercher. quoi. Alors Voilà, que donc les tu autres, oui, cherches c'est vrai tout qu'ils te punissent, quoi. Donc effectivement, vu comme ça, il sortira des croque-mitaines. Alors je saurais pas trop, c'est quoi alors Pinhead en fait. Bah, C'est- c'est une figure du mal, tout Oui, c'est simplement. une figure C'est du une mal, figure du c'est mal, le mythe mais, de mais que Faust, tu que t'invoques. Quoi. Voilà. Très bien. Alors, désolé pour tous les fans de la série, on zappe. Suivant. Next. Alors Chucky. Alors, Chucky. Ah, Chucky. Chucky. Ah, on arrive sur C'est un pareil, truc. c'est Oh un là là. peu- Ça fait doucement rigoler, Hélène, Chucky. Ouais, non, enfin bon. Ouais, moi, j'aime bien Brad Dourif, quoi. Il fait un super boulot avec la voix de Chucky, mais. Enfin, est-ce que c'est vraiment un croque-mitaine? C'est plutôt un psychopathe. Quoi, nain. t'as pas peur que Chucky il sorte et il vienne te tuer dans ton lit? Non, bon d'accord. Non. Moi, Chucky, il est à la maison, je l'ai. Dans une Euh, boîte poupée brave gars. Ouais. Et non, c'est vrai, quand je m'endors la nuit, je flippe pas qu'il sorte de sa boîte pour me donner des coups de marteau. Cela dit, on peut dire que c'est pas un boogeyman, c'est vrai. Non, il n'y a, pas de légende en plus. Cela Alors, dit, Tu aimais Hellraiser, tu aimais Chucky? cette émission n'est pas pour toi. On l'a quand même choisi pour une raison, c'est qu'il se rapproche un peu des figures encore Enfantines. une fois. Ouais, voilà, déjà, puisque c'est une poupée. Mhm. Et puis, Alors, juste corrigez-moi si je me trompe. Chucky, c'est un serial killer réincarné en poupée. ouais, bah, en fait, c'est un serial killer avec des pouvoirs vaudous, et puis il se fait abattre par la police, il arrive à rentrer dans un supermarché, et puis il transfère son âme dans un jouet très moche. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors ça, je trouve que ça enlève tout le charme de Chucky. Voilà. Cette scène d'intro qui t'explique pourquoi la poupée, je trouve C'est ça. Voilà, je trouve que ça joue complètement en défaveur du film. C'est-à-dire qu'il y aurait une poupée vraiment démoniaque, parce que les films de poupées, bon, c'est un autre genre, mais c'est quand même assez flippant de voir des poupées quand c'est bien fait. C'est un genre à Mais part le entière, le Dolph film de de poupée. hein. Slumber On peut C'est le un dire. genre, hein. ouais, un peu Pet Master, un peu, ouais, on peut vite passer dessus. Mais le côté avoir donné une explication, comme on disait, donner des explications à tout, donner une explication à pourquoi la poupée est démoniaque, c'est un ancien serial killer, elle va tuer. Je trouve que ça dessert complètement le film, quoi. D'accord.
Bruno, t'en penses quoi? Bah, c'est un parti pris du réalisateur, mais Ouais. bon, à la limite, moi le premier, je le trouve génial, quoi. Cette histoire-là, les petites 10 minutes introductives, ouais, effectivement, pour lui donner une réalité. Bon, Ben, moi je trouve que c'est Ça reste justement fantastique, quand même, il moi transperce son âme, quoi, je continue donc bon. je continue à penser que c'est effectivement le premier, je le trouve vachement bien, mais si Chucky n'entre pas dans la catégorie Boogeyman, pour moi c'est à cause de ces 10 premières minutes justement. C'est-à-dire Déjà, que effectivement. le C'est vrai. personnage aurait été purement et simplement un personnage fantastique dont on ignore les motivations et qui vient juste buter les personnes qui l'achètent. Il y aurait eu une dimension plus Boogeyman que là où effectivement on explicite un peu son Ouais, origine. ouais. Ils ont tous une motivation, les Boogeyman, jusqu'à présent. Ouais, mais enfin Chucky, il fait pas des apparitions boogeyman, quoi. C'est juste un produit de consommation courante qui est possédé. Et il n'y a pas de légende urbaine qui court sur lui. Il se planque pas sous le lit. Enfin, si, il pourrait parce qu'il est tout petit. Ouais, non, Donc, mais il c'est est ça, clairement moi, je trouve identifié, quoi. moi je trouve que les films jouent vachement avec les codes des croque-mitaines quand même. Oui, que, c'est-à-dire voilà. ça joue avec les codes du Bah ouais, crotte-mitaine c'est ça, sans je veux en dire, être, sans en Chucky, faire vraiment. il fait flipper un gamin quand même pendant tout le film, il le poursuit. Mhm. Il se planque un peu partout, notamment sous le lit. Enfin bon, voilà, pour moi, il y a quand même 5 films, je crois. Mhm. Donc et voilà, c'est un espèce de petit serial killer ambulant, mais qui apparaît un peu quand on s'y attend le moins, évidemment. C'est ça, on est d'accord. Et, il a un peu un côté Jason, Freddy mixé. Donc mais contrairement à Pinhead où là on a clairement pas de réutilisation ou de réappropriation des codes du Boogeyman. Même si Chucky n'en est pas fondamentalement un, effectivement, il y a des codes qui sont réutilisés, des images de la culture populaire liées au Boogeyman qui sont réutilisées pour en faire un personnage de film d'épouvante. clairement, et Chucky souffre un peu du même syndrome que Freddy d'ailleurs, c'est-à-dire que dans le premier, il est assez premier degré, Mhm. et au fur et à mesure des films de la franchise, il commence à balancer des vannes et ça part Ouais. en couille. Alors, lui, il a quand même une particularité, il a réussi à fonder une famille quand même. Au fur et à mesure de la franchise, c'est quand même le seul. Il y a une femme, des enfants. Enfin, j'aurais bien voulu voir ça avec Freddy, avec Jason, Avec je pense que ça Jennifer aurait été- Tilly, quand même. Ouais, Effectivement. super, Ouais. Mais en même temps, il y a déjà la famille de Massacre à la tronçonneuse où c'est une famille avant même que la série commence. C'est-à-dire Alors, en fait, c'est l'inverse, Massacre. C'est-à-dire qu'au début, on est vraiment ancré dans la famille. Après, on s'en fout un peu. Et l'icône, c'est lui. Après, ils font une vraie famille, quoi. Ouais, d'accord, effectivement. Ouais, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. C'est quoi le boogeyman d'une famille de boogeyman? C'est un être humain normal, un enfant heureux. Non. Bah, le fils de Chucky, il est quand même bien grave dans sa tête. Hein. Oui, on est d'accord, effectivement. Non mais voilà, Chucky, je pense que au même titre que Freddy ou un autre, c'est un film qui peut effrayer potentiellement les enfants. Ouais. Bah, c'est le mythe C'est quand même, il fait appel le à jouet. voilà. Le jouet, l'élément C'est des peurs un qui fait partie de ta vie infantiles tous les encore. jours, qui se retourne contre toi, quoi. Ouais. Ah, mais Ouais, si, enfin, quand même. c'est plus la Là, catégorie imagine, là, t'es marionnette, t'es dans un studio de radio et d'un coup, ton micro prend vie et veut te buter. T'es flip, quand même. Il faut des gros coups de Bah, quand même, c'est pas très, Ouais, c'est pas enfin, il va très pas aller bien loin, le rassurant. micro, il a pas de pied. Bon, alors pour les fans de Chucky, on en a quand même parlé un petit peu. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Bruno sur le fait qu'il y a des choses qui rapprochent quand même effectivement de Chucky de l'image du Boogeyman, même si dans les faits, c'en est pas vraiment. On est dans les faits, c'en est pas vraiment. On suit notre cours. François, je vois que tu examines la petite fiche chronologique, la frise. Après, on a le film qui parle de Boogeyman et que après, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est Scream. Alors, le Scream, c'est un film où il n'y a pas de Boogeyman, mais où on en parle. T'as quoi, on a sauté les années, c'est ça? On a Non, zappé c'est- des trucs. Voilà. Dans les séries, quoi. Scream, en fait, essaye pendant tout le film d'expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire dans un film de Boogeyman. Ouais. Dans un slasher, même, clairement, on peut le Ouais, dire. dans quoi. un slasher et d'avoir lui aussi son Boogeyman. Alors il faut quand même d'abord préciser que Scream c'est réalisé aussi par Wes Craven, donc Effectivement, l'inventeur ouais. de Freddy. Ouais. Voilà, donc Freddy, on en a parlé. Scream maintenant, on a l'impression qu'il veut s'amuser, comme dit François, avec les codes du genre. Ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà. C'est, Scream, ce qui fait que le film est moyennement apprécié par une certaine frange des fans de cinéma de genre, parce que je trouve le film trop cynique, trop... La question, Ça c'est Ça un t'en fait boogeyman partie, ou pas, Screamface Oh, Ghostface. j'ai plutôt, enfin c'est un slasher quoi, mais Boogeyman, là c'est pareil, ça reste plus dans le côté psychopathe qui trucide allègrement, mais il n'y a pas de légende qui court autour de ce personnage à l'origine quoi. D'accord. Attention, micro, Bruno, micro. Au début de Scream 2, les gens Ah oui, vont bien voir sûr. un Oui, film sur le tueur.
mais Effectivement, Wattsboro. on sait directement que c'est tiré de faits réels, ils le disent dans le film. Ouais. Bon, voilà, on va. Ouais, mais il y a pas cette d'une volonté, légende, je ouais. trouve, de créer une sorte de légende. Parce que à partir du moment où comme le montage alterné avec, je sais plus si c'est une seule scène dans Scream ou plusieurs scènes, où t'as un montage alterné, t'as Halloween de Carpenter qui passe sur une téloche, Ah oui. et les éléments se font en écho avec ce qui se passe vraiment dans Scream, Ouais, Je trouve qu'il aurait été honnête, il aurait fait ça avec son film d'avant, il aurait fait ça avec Freddy. c'est-à-dire. Enfin, il aurait pu jouer avec les codes qu'il avait instaurés lui-même, parce qu'il se moque des codes. Oui, effectivement, mais d'une certaine manière, c'était aussi une façon de rendre hommage à John Carpenter Ouais. plutôt que de se rendre hommage à lui. Déjà qu'il se la pète un petit peu, Wes Craven. Moi, je trouve Scream un peu très mauvais. Enfin, je suis dans les gens Ouais, qui trouvent ça vraiment pas terrible. Ouais. Parce que ça essaye de faire genre c'est toujours les mêmes codes, c'est ceci, c'est cela. Ça essaye de se foutre un peu de la gueule des films d'horreur. Et finalement, dans le premier, ça s'en moque un peu. Dans le 2, dans le 3, il utilise ça à fond et il s'en moque. Enfin, Oui, c'est du slasher pur et dur. pur et dur, avec tous les codes, il s'en sert, il en abuse. Voilà, quoi, c'est vraiment pas extraordinaire. Et c'est pas vraiment, ça, je pense, que c'est pas un boogeyman parce que déjà, il n'y a pas du tout le côté fantastique. Et il s'en prend plein la gueule à la fin. Le Scream Face là. Ils s'en prennent plein la gueule tout le C'est long. juste Hein. un branleur Moi je me qui souviens va, qu'il se prend une finalement. porte dans la gueule via, donc là, Rose on peut- McGowan, je crois. Enfin, il fait pas du tout peur. Enfin, il fait pas du tout. Il instaure pas une terreur. Enfin, pendant tout le film, on se dit c'est pas grave, la fille elle va lui faire un croche-patte, il va trébucher, je mangeais le coin de la table, puis il sera KO 10 minutes, elle va s'enfuir. Non, puis il est obligé de cavaler, il a Confond pas avec des Scary Movie là, je crois. Non, Scream, c'est l'effet que ça m'a fait. Hein. Alors moi je suis globalement, j'aime bien Scream, mais je suis d'accord avec François sur le fait que c'est pas un boogeyman. En revanche, je propose de se repencher juste sur la première scène de Scream, à savoir le meurtre de Drew Barrymore, qui reste en soi juste, si tu la mets en exergue, une scène ultra efficace et flippante quand tu vois le film pour la première fois. Tu te dis putain, si le film c'est ça pendant tout le long, je vais flipper ma race. Et où là on a clairement une iconographie boogeyman. Là, oui. C'est Sur la scène la d'intro. Mais après, sur dans la tout scène le film, d'intro, on c'est l'a plus du tout. non, on est d'accord, effectivement, mais on réutilise les codes puisque c'est la babysitter qui fait pas exactement ce qu'elle est censée faire. Et effectivement, elle fornique pas, elle se fait des popcorn. Bon, alors on n'a pas le droit de se faire des popcorn. Ça reprend Terreur quand sur la dans les ligne, années 90, qui est un vrai tu film peux bien fumer, flippant aussi. Quoi. Tu peux baiser, mais tu peux plus faire de popcorn. Non, exactement. Et du coup, t'as Ghostface qui arrive et qui, quand tu vois le film pour la première fois, tu te dis ouais putain, ça va être un sacré boogeyman. Alors effectivement, après ça s'éloigne du genre pour rentrer dans tout à fait autre chose Ouais, mais que je ça se rapproche trouve de- bien. Moi j'aime bien Scream, hein, mais effectivement, je pense pas que ce soit trop un boogeyman. Bruno, t'as envie de dire quelque chose? Quand même, dans chaque, il y a 3 Screams, je crois. Et un Dans quatrième chaque en Scream, préparation. Oui, il y a un 4e qui arrive. Il y a le personnage Ghostface est donc incarné par différents tueurs, Ouais. mais quand même on le retrouve. Je veux dire, il y a cette répétition donc De la figure, ça a tu veux dire. tendance, voilà, ça a tendance quand même à lui donner une certaine aura surnaturelle parce qu'il est réemployé film après film alors que c'est une justification différente en dessous le costume, je dirais. Et puis basiquement non mais c'est un pur produit des années 90 quoi. Les étudiants de cinéma diraient que c'est du cinéma d'horreur post-moderne quoi. C'est-à-dire que ça, effectivement, ça déstructure le genre hein, et ça s'en moque presque. Ouais, Et en même temps, ça s'en moque pas mal, mais c'est ouais, pas parce que ça s'en moque que c'est. moi ça me dérange pas personnellement. Oui, voilà, Avec c'est pas Wes Craven, je trouve forcément que ça mal, reste, intéressant à regarder et bien réalisé. Mhm. Et moi, je pense qu'en tout cas, ce qui me fait dire que ça pourrait être un croque-mitaine, on va dire potentiel, c'est que c'est une figure qui se répète Ouais. et qui, ça me dérangerait pas qu'il revienne dans 10 films. Ça- D'accord, ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, Jason, il le fait, quoi. Pourquoi pas Oui, Ghostface, bien entendu, quoi. mais moi, oui, mais là, c'est toujours le même mec, Jason, quoi. Voilà, Jason c'est toujours le même mec, il est immortel. Oui, mais moi, quand je vois Scream, je vois pas l'acteur en dessous qui. Tu vois pas parce le mec que en dessous, quoi. Moi, je vois Ghostface qui vient foutre sa Ah, merde. moi et je tuer vois un tout le côté monde. Scooby-Doo quand même. Bon, qui ça va être cette fois sous le masque? Enfin bon, là c'est trop un Wood Unit. Attendez, je sais pas si vous, alors toute petite aparté, mais je ne sais pas si vous avez vu sur le net, il y a un fake comic book de Scooby-Doo qui traîne, où tu vois une fameuse scène de fin de Scooby-Doo, où la gamine fait, alors on va voir qui se cache sous ce masque, et en fait elle déchire la peau du mec, et c'était un vrai mec avec une vraie tête, et à la fin il fait, ah mon visage, et il meurt, avec une vraie tête de fantôme, puisqu'il a une tête de squelette sous sa vraie peau. Si vous pouvez aller trouver ça, Oui. c'est assez fun. Mais c'est un peu dommage parce que t'as le début de Scream qui fait pas mal penser aux légendes urbaines, à Terreur sur la ligne, justement, avec le coup de la nana qui reçoit un coup de fil flippant et en Ouais. fait ça vient de chez elle.
Il aurait pu continuer là-dessus, et là on serait vraiment tombé dans... Enfin pour moi en tout cas, on serait vraiment tombé dans le mythe du boogeyman, mais bon finalement ça reste de l'Agatha Christie, du Scooby-Doo. Et alors, attends, parce que Terreur sur la ligne, moi j'ai pas vu le film, c'est un film de boogeyman? Non, pas vraiment, non, mais ça s'inspire d'une légende urbaine. D'accord. L'histoire d'une babysitter qui... Si on part sur légende urbaine et on arrête avec Scream, est-ce que Candyman, Alors Candyman, pour moi, c'est pas un boogeyman. C'est un boogeyman. C'est un boogeyman? C'est un boogeyman. Mais pourquoi il vient pas de punir il vient pas punir les gens, il faut qu'on l'appelle aussi. si, ceux qui ont des chiens, Oui, bon, Il est suicide. mais des chiens méchants. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, moi, je surkiffe le premier Candyman. J'ai adoré Candyman, ce c'est film. 92, Bernard Rose. c'est Bernard Rose et c'est tiré d'un bouquin de Clive Barker. D'une nouvelle de Clive Une Barker. nouvelle de Clive Barker. Effectivement, tout comme Hellraiser. Alors, c'est un personnage que je trouve formidable et qui a une légende effectivement derrière lui, puisque le personnage a une histoire. Je sais pas si elle est explicitée dans le premier C'est à épisode. cause de la ségrégation raciale. Voilà, Effectivement, qu'il était voilà. amoureux d'une blanche, Mais alors- il a été Black, lynché, Candyman, voilà. C'est ça. Alors du coup, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu comme justement Hellraiser, qui est également comme par hasard tiré d'une nouvelle de Clive Barker, un personnage que tu invoques et qui du coup pour moi perd sa dimension de boogeyman. Mais Hélène, si tu peux rectifier mon tir. Ouais, non, parce que là on se rapproche du conte de fées et de la légende urbaine, bon, clairement. Le fait que le personnage joué par Virginia Marsden essaie de prouver qu'il n'existe pas déclenche justement sa fureur, quoi. Mhm. Hélène Lyle pêche par excès de confiance et par l'hybris, comme on dit dans la Grèce antique, c'est-à-dire que elle croit vraiment qu'elle a raison. Et du coup, cela déclenche la fureur de Candyman qui veut prouver qu'elle a tort et la Mhm. punir de ce fait par de sa prétention. Oui, d'accord. Et donc Et bah, de son scepticisme. voilà son scepticisme, et du coup bon bah le fait qu'elle ait fait commis une faute, parce que les autres, enfin les témoins de l'arrivée du Candyman lui disaient qu'elle devait arrêter son enquête ou qu'elle ne devait pas voir plus loin. Elle n'a pas écouté et elle va le payer. Elle doit le payer, ouais. Mm. D'accord, effectivement. Et donc du coup, il revêt une dimension boogeyman via ça pour toi. Ouais, déjà, et puis la fin aussi. Ouais. Le fait que le boogeyman change finalement. Une sorte de passation de pouvoir, Voilà, ouais. une passation de pouvoir. Parce que les témoins des massacres croient que... D'accord, Ouais, j'ai pas effectivement, ouais, envie d'accord. de- Ok. Vu trop sous spoiler, cet mais- angle, peut-être que ça m'avait moins choqué parce qu'il y a pas d'enfants quasiment dans Candyman et que c'est un monde d'adultes et que les enfants sont uniquement témoins Oui. de ce qui se passe, mais sont pas du tout acteurs, et du coup ça m'avait peut-être moins marqué le côté boogeyman. Je sais pas ce que t'en penses, Bruno. Toi que tu me regardes avec des yeux de lynx. Non, j'écoute ce que vous dites, c'est intéressant. Candyman, moi, c'est pareil, j'aime bien sans plus les films. J'aime bien le personnage joué par Tony Todd. Ouais. J'aime bien, il y a un truc que je kiffe dans le film, c'est si tu prononces son nom 5 fois devant le miroir, il apparaît. Ouais. Et ça, je suis sûr que plein de gens qui ont vu Candyman se sont tapés ce délire un soir dans la salle Bien de sûr. bain. Je le dis ou je le dis pas. Ah, moi, donc il je l'ai l'a pas fait fait. perso. Hein, Moi donc aussi. voilà. Moi Et aussi. bah ça lui donne clairement C'est vraiment une aura, aspect, voilà, un Mhm. aspect surnaturel et un peu qui se rapproche de Freddy presque. Ouais, voilà. Et donc rien que pour ça, moi c'est évident que je le classerais dans la catégorie croque-mitaine. Ah, et puis tu parlais d'Hellraiser, le fait qu'il était invoqué justement, mais là, le fait de dire Candyman 5 fois devant le miroir, c'est une espèce de défi personnel pour prouver leur courage. Alors que Pinhead, il est invoqué, mais vraiment Dans un sciemment. but précis, oui, Dans un effectivement. but bien Alors moi précis, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, mais il me semble aussi que dans Candyman, dans l'espèce de cité où elle va, les gens en ont peur, Oui. ils le connaissent, alors que dans Hellraiser, il n'y a pas genre attention. Si Oui, tu l'invoques, d'accord, machin ok. chose. Là Ouais. il y a vraiment une espèce de dimension, il fait peur à toute une communauté, Voilà. comme Freddy fait Et peur à il toute une existe communauté via de la Elm légende Street, justement. Ouais. et il vit, je pense que c'est plus un boogeyman. Ouais. Très bien. Alors pour moi, si on peut rigoler devant des films de boogeyman, genre bah ouais les Freddy, les Jason, les trucs comme ça, moi je ne pique pas un coin de sourire devant Candyman en tout cas, quoi. Enfin, Non, c'est pas très drôle, c'est- non. c'est pas du tout drôle. Je sais pas s'il fait une blague, je sais pas même pas si elle sourit une fois à la fille. Non, lui il sourit pas tellement non plus. Et puis il y a cette musique de Philippe Glass, il me semble,
qui est effectivement, Cette musique de comptine, qui est de boîte à effectivement musique, glaçante. ouais. Oui, parce que c'est de la répétition de thèmes ad lib comme ça, avec des variations d'arrangements de cordes c'est vraiment un très 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 bon film. En tout cas, si jamais vous ne l'avez pas vu, auditeur du podcast de Cripshop.com, je vous conseille de vous pencher sur au moins le premier du nom de la série Surtout le Candyman. premier. Et il y a Oui, eu que 3 films. Il y a eu que 3 films. Et comment vous expliquez ça? Et apparemment, c'est pas une franchise non plus à succès. C'est pas une franchise assez. C'est peut-être. C'est Pourtant, pas le personnage assez est drôle, porteur. c'est pas assez gore, enfin c'est pas assez à l'époque. C'est un personnage, genre ouais, de voilà, truc, donc c'est difficile de faire du personnage de. Ouais, voilà, ouais. Et surtout que le premier film se suffit vraiment à lui-même, il n'y avait pas lieu de faire une suite avec le Candyman, justement, quoi. Et donc, du coup, les 2 suites sont super mal foutues là-dessus. C'est juste, on sent qu'ils essaient de presser le citron jusqu'à la dernière goutte, mais ils savent pas comment s'y prendre. Parce alors que ça ouais. fait des trucs- On explique clairement, en tout cas à la fin du C'est un premier Croque Candyman. Mitaine malheureux, non, Oui. Candyman. Ouais. Ouais, il y a un peu une figure romanesque. Il y a une figure clairement romanesque. Ouais. C'est un peu plus intelligent que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. C'est C'est vrai. c'est plus sensible en tout cas. Et c'est pour ça que moi je trouve ça beaucoup plus adulte parce que c'est des thèmes qui parlent. Mais ça charcle moins, quoi. Ah si, ça charque quand même. Attends, ça fait t'as combien de temps que t'as Virginia pas Madsen qui vu se réveille dans une mare de Candyman? sang, Ça charcle Ah grave. ouais, attends. Ouais. Ouais, ça Elle se réveille dans une découpe mare des de sang. membres, ça gicle du sang sur un Il y a bébé aussi si je me souviens bien. Ouais, Il y a aussi un délire avec des abeilles, non? J'ai une photo en tête. Il y a- il y a- Parce couvert d'abeilles. il s'est fait couper une main, on lui a jeté un essaim d'abeilles dessus, enfin il a été bien Il a lâché, été couvert de miel en fait. Il a été couvert de miel le coco et on l'a laissé là par terre et du coup il a constamment le bide. Qui est plein d'abeilles, ouais, il a la Son cage bide est cage thoracique qui a des à- abeilles ouverte. qui sortent. Ah non, ah ouais non, Piv, il faut que tu revoies Candyman. Peut-être que tu vas le réévaluer à la hausse parce que c'est vraiment un film assez glaçant quoi. Et puis avec ce contexte effectivement très urbain, ça se passe dans une cité. Je connais pas les suites, moi. Vous pouvez en dire 2 mots sur le 2 et le 3? non, c'est pourri nul. Moi je ne peux rien Voilà, dire. je suis pourri nul d'après Attends, Hélène, déjà donc, pour te dire le 3, il y a Donna Derico d'Alerte à Malibu qui joue dedans. Alors tu te dis... Et oh, alors, mais quoi elle est A-t-elle un juste... maillot de bain? Non, elle est pas en maillot de bain. Michael Asseloff. Non. Elle joue... David Hasselhoff. David Hasselhoff. Oh, Il y a Michael Michael Knight, voilà, Et c'est voilà, pour ça. Michael Knight, j'ai Non, non, il cuvait à cette époque. Il cuve toujours d'ailleurs. Alors Boogeyman, allez hop, il est classé dans les pas Boogeyman, Candyman est classé dans les Boogeyman, soit. La suite, François. Alors, la suite c'est Candyman, on l'appelle 5 fois, Beetlejuice, on l'appelle 3 fois. D'accord, oui. Ah, Beetlejuice, c'est un Boogeyman alors. Est-ce que c'en est un ou pas? On l'appelle, il nous rend service, il vire les gens. Bon, il les tue pas, il les vire. Alors moi, avant qu'on commence à enregistrer ce podcast, j'en parlais justement avec Bruno, et pour moi, Beetlejuice c'est un fantôme, enfin c'est un revenant quoi. Donc du coup, il n'avait pas, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, il revêtait pas cette aura Boogeyman. Mais je sais pas ce que vous en pensez même temps, vous. il y a une espèce d'aura boogeyman chez les morts, parce que quand Gina Davis se dit tiens en fait on peut invoquer ce, et puis t'as l'espèce putain, de c'est directrice du bureau des morts qui dit non ne dites jamais son nom. Avec Mais beaucoup j'avais, dans la voix, oui. j'avais complètement zappé ça. Donc en fait, Beetlejuice c'est le Boogeyman des fantômes. Quoi. Voilà, c'est le boogeyman des fantômes. Enfin voilà, ça, tu vois ça. Ouais, et puis alors lui, il en fait des vannes quand même, on peut le dire. Là. Ouais, mais Il fait des vannes, il tue personne. Voilà. Bah non, ils sont déjà morts, donc. Il vire des gens de chez eux. Enfin, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est donc d'accord, ok. Et il fait du détournement de mineurs quand même. Hein. C'est pas la première. Enfin, c'est la première effectivement utilisation du mythe du Boogeyman par Tim Burton, mais il la réutilisera plus tard dans d'autres films, à savoir l'étrange Noël de Monsieur Jack, où il y a effectivement aussi le personnage de Oogie Boogie. Il s'appelle carrément Oogie Boogie, lui. Donc bon, il le porte un peu sur. Les monstres qui apparaissent dans le générique, dans la chanson Je suis sous le lit. Voilà, ouais, donc là c'est plus qu'un boogeyman, il y a vraiment toute l'imagerie liée à ça qui est réutilisée et digérée par Tim Burton et son réalisateur, puisque c'est pas Tim Burton qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack, il faut le dire. Il a juste produit. vous pouvez le dire tout haut, il n'y a pas de... Bah non, je sais, mais... Salique. Non, mais parce que c'est Henri Selick, Tim quoi. Burton présente C'est le Tim film Burton. d'un autre. C'est ça, un petit peu. Des fois qu'ils nous attendent dehors après. Mais, et puis, et enfin, en ce qui... Piolo. Sleepy Hollow, où là clairement le cavalier sans tête, on est parfaitement entre la légende urbaine et le boogeyman, puisque c'est quand même un mec qui vient couper les têtes enfin là je crois que Tim Burton en a fait
une sorte d'histoire de vengeance, mais au départ, je suis pas persuadé que le Cavalier sans Non, tête, il y a une ça histoire de aurait vengeance pu, derrière. Très bien passer pour une chouette histoire de fantôme, de boogeyman justement, parce que le cavalier sans tête est le spectre d'un guerrier très sanguinaire qui aurait pu ne pas exister par exemple, parce que vu comment l'histoire en parle, vu l'aspect qu'il présente. Bien sûr. Mais bon, après c'est vrai que voilà, finalement c'est un esprit qui est invoqué comme on le découvrira plus tard, donc ça désamorce le côté boogeyman qui Ça aurait pu désamorce un avoir, petit peu, ouais. effectivement. Et alors Willy Wonka, donc boogeyman dans Charlie et la chocolaterie, bien évidemment. Ah, il faut la gerbe, ouais, c'est un boogeyman du vomi. Il faut un petit peu la gerbe. Hein. On continue, puisque sur Tim Burton, on peut dire que effectivement l'imagerie boogeyman est très utilisée, mais qu'il n'y a pas de boogeyman notable dans son œuvre. On passe à qui? Moi j'ai envie déjà de dire que là, arrivé à ce point du podcast, on a évoqué les figures principales, je dirais. C'est vrai. Voilà. Donc finalement, on en a quand même rapidement fait le tour. Ouais. Croque-mitaine, popularisé par les médias, etc. Voilà. Après, il y en a plein d'autres, effectivement. Voilà, il y a plein de choses qui sont propres. On pourrait faire un podcast d'une nuit. Le sujet est vaste, évidemment, mais on va dire que ce qui nous intéresse, on a quasiment fait le tour. Alors on s'est dit, on a parlé surtout de création américaine pour l'instant, ouais. Et de culture populaire américaine. Et on s'est dit que Ring, le personnage de Sadako, Sadako, donc la petite fille qui a lancé la mode des petites filles sales aux cheveux longs. Ouais. Ce qui est quand même différent. Donc voilà, donc Ring, il y a quand même eu 5 ou 6 films. Ouais. Tous tirés de bouquins. Voilà, tirés de bouquins. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Croque-Mitaine ou pas Croque-Mitaine? Une fois de plus, on est à la limite entre la légende urbaine et le Croque-Mitaine. De toute façon, Croque-Mitaine, c'est une légende urbaine, quoi. Ouais. Enfin, surtout dans les films actuels. Ouais, moi je trouve que ouais, parce que dès le début de Ring, le premier, tu as deux lycéennes qui se racontent une histoire de cassette vidéo qui tue, donc voilà quoi. Là, ça démarre par une espèce de légende urbaine qui finalement est vraie. Ouais. Donc, ouais, c'est une boogie woman, à proprement parler, ouais. Ah ouais, une Boogie Woman. C'est vrai que c'est la première Boogie Woman sur laquelle on tombe depuis le début de ce podcast. Mais ouais. Mais oui, finalement, à part la fin de Candyman, qu'on ne va pas complètement révéler pour les gens qui l'ont pas vu, où on a un peu une Boogie Woman, mais là, dans Ring, la star du film, c'est une fille, quoi. Et c'est des cheveux, quoi. Ouais. Et un œil exorbitant. Et un œil et des mains sans ongles. Ouais. Ring, je pense que beaucoup seront d'accord sur le fait que c'est un des films peut-être les plus effrayants de tous ceux qu'on a cités. Ah, moi ça m'a terrifié. Ouais. Moi perso pas trop, parce que je le trouve très mou le film. Le premier. Ah, c'est mou effectivement, mais c'est japonisant, c'est un rythme un peu particulier. Ouais. Mais c'est vrai que le premier est terrifiant. Après les suites, il ne pas forcément. Alors moi j'avais le coffret, j'avais le coffret et je l'ai revendu parce que j'ai commencé à regarder la suite et ça m'a fait chier. Mais le premier m'a terrifié. Mais je l'ai vu avant la grosse mode Ring, avant que ça prenne de l'ampleur. Et du coup, je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Et je suis retrouvé face à ce truc. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film fantastique aussi froid et glaçant. Et le fait que ce soit une gamine qui sort d'un puits où tu as l'impression qu'il lui est arrivé des misères, t'as envie de la prendre dans tes bras, alors qu'en fait elle est juste flippante comme c'est pas permis. Et la dimension complètement surnaturelle dans laquelle on retrouve les victimes, c'est-à-dire que leurs visages sont complètement déformés par la peur, quoi. On les voit pas tant que ça, mais oui, t'as un flash hyper rapide de leur visage, donc là t'as juste le temps de mémoriser très vite fait et t'as le temps de flipper comme il faut. Ouais, effectivement, c'est tout est encore très suggestif. Moi, je préfère le remake américain. Ouais, 4 sur 6. Sur ces bonnes paroles. Ah non, on peut pas se quitter sur ce mot de la fin, là, ça va pas. Ah si, mais voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont, je me fais chier donc devant le film japonais à part la fin qui fait un peu flipper, c'est vrai. Ouais. Mais le film de Gore Verbinski, donc le réalisateur du remake américain, je le trouve plus efficace, ne serait-ce qu'en termes de rythme, etc. Moi je reconnais que le remake est visuellement assez chiadé, que j'ai halluciné sur la scène du cheval sur le pont du bateau là. Je m'en souviens, ça c'est pas du tout dans le film original. C'est vrai que ça m'avait marqué. Après j'ai pas flippé une seconde devant le remake, alors que parce que je m'intéressais pas vraiment au personnage, alors que dans le film japonais le fait en plus que c'est peut-être avec notre statut d'Européens, enfin d'Occidentaux, tu vois un film japonais, forcément tu connais pas la gueule des acteurs et donc du coup t'as
pour moi, devant Ring, il y avait un côté hyper vraisemblable parce que je pouvais m'identifier à rien que je connaissais et que le Japon a surtout si tu l'as vu effectivement à l'époque. Je l'ai vu à l'époque, effectivement. Et pour moi, à ce moment-là, le Japon, à part les jeux vidéo, c'était une culture qui m'était que je connaissais très très peu, que je connais beaucoup plus maintenant parce que je me suis intéressé au truc. Mais à l'époque, c'était un truc complètement nouveau et du coup, j'avais l'impression de me retrouver effectivement comme quand j'étais gosse et que j'avais vu Halloween pour la première fois, c'est-à-dire tu te retrouves devant un truc, tu sais absolument pas à quoi t'attendre. Et moi j'ai trouvé ça terrifiant parce que ça te bouleverse un petit peu dans tes habitudes de spectateur. J'ai pas eu un choc aussi énorme que devant Halloween, hein, mais ça m'avait fait un petit peu ce côté-là. Du coup je rejoins vos avis sur le fait que pour moi Sadako c'est une Boogie Woman effectivement. Ring c'est un concept assez intelligent parce que de toute façon quand le film est sorti c'était pas encore tout à fait l'avènement du DVD et donc les gens s'échangeaient le film via des VHS souvent. Bien sûr, ouais. Donc ça participe un peu à la légende du film. Mais oui. Tiens, je vais te prêter Ring, mais le regarde pas, sinon Sadako va sortir de ta télé. Mais c'est ça. Voilà. Alors il faut quand même dire que le DVD a tué Sadako. Bah ouais, on est bien d'accord. Fallait y penser. Attends, c'était les prémices de la 3D. Hein. Ça sortait vraiment de ta télé. Hein. C'est ça. D'accord. Peut-être que pour le prochain podcast, on parlera de 3D. Tiens, qui sait. En tout cas, ça fait un petit moment qu'on discute. Il est donc l'heure de nous séparer. Moi, je tiens juste à dire, si vous avez des enfants, leur faites pas voir ça. Faites-leur voir juste Monstres et compagnie. Ça traite de Boogie. Ah, effectivement. C'est un film pour enfants. Ou alors c'est tout ce que je vais dire pour la fin. Monster in the Closet. Un monstre dans le placard, mais il est un peu gay parce que justement, il est out of the closet. Oh, oui, d'accord. Ah, je vois sur le jeu de mots. C'est plutôt pas mal. Bruno, un mot de la fin. Oh là là. J'aimerais juste qu'on dise que Stephen King, le célèbre romancier, a pas mal abordé le sujet aussi du croque-mitaine dans ses romans. Donc je conseille à ceux qui n'ont pas lu Cujo, qui tourne autour de cette thématique, même si c'est un Saint-Bernard, mais c'est pas que ça, Cujo. Et ça qui exploite pleinement les peurs enfantines. Ah oui, effectivement. Ouais. Il y aurait... Mais ça, le clown fera l'objet d'un podcast juste pour lui. On en reparlera plus. Danse macabre avec, le recueil de nouvelles Danse macabre avec la nouvelle de croque-mitaine. Oh là 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 là, je sens que le podcast spécial Stephen King va être plutôt épicé. Peut-être que tu pourras venir nous revoir à cette occasion, Hélène. En tout cas, merci infiniment de t'être joint à nous pour ce podcast. Je t'en prie. Ce fut un plaisir. Et croque-mité sur le forum. Il y en a qui ont besoin d'être un petit peu ouais, croque-mite-moi Napoléon Wilson. Donc, quand tu veux. Voilà. François, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ah, c'était au plaisir. À la prochaine. Oui. Bruno. J'aimerais signaler que pour Halloween, on va faire 15 jours de promo spéciale sur creepshop.com. Donc juste la semaine avant Halloween et la semaine après Halloween. Donc il y aura un habillage graphique spécial. On va essayer de faire un truc chouette. D'accord. Donc voilà, il y aura des petites opérations commerciales à cette occasion. Sûrement, on va voir ce qu'on va mettre en place, mais n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site. Quoi. Bon, écoutez, creepshop.com, vous savez où ça se trouve, vous savez où ça se passe. Merci infiniment d'avoir suivi ce podcast avec attention ou pas. Hein, peut-être que vous étiez en train de faire la cuisine ou l'amour ou que sais-je en nous écoutant. Mais en même temps, ça nous fait plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast creepshop.com. À plus les geeks. Ciao.